La Caisse des Jardins du littoral gaspésien vous présente votre émission d'information Reflet d'ici. Bonne émission. Bienvenue dans votre Reflet d'ici. Cette semaine, votre émission des nouvelles locales et régionales est rendue possible grâce à la collaboration de nos différents journalistes, techniciens et bénévoles. Merci à eux. Cette semaine à Reflet d'ici, Diane Leboutillier sur les mesures du budget fédéral qui bénéficieront les Gaspésiens. On a des nouveaux programmes qui sont mis en place, comme les soins dentaires, le programme national d'alimentation scolaire, les soins pharmaceutiques, notamment pour l'insuline. Diane Leboutillier sur les mesures du budget fédéral qui feront progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. Notamment la signature historique de l'accord de réconciliation et de reconnaissance des droits concernant le parc national Forillon et la nation Micmac de Gaspé, et près de 1,5 million de dollars sur 5 ans afin de préserver et promouvoir la langue Mi'kmaq de Gaspésiac. Elle est agente administrative. On fait pas mal tout. Que ce soit le traitement de texte, que ce soit la correspondance, que ce soit le classement, que ce soit les inscriptions au niveau des différents logiciels. Histoire de grange avec deux passionnés. C'est recherché. Quand le monde découvre, c'est soit qu'on aime ou on n'aime pas. Oui. Puis quand on aime, on l'adore. Donc les produits sont variés. Ici, en plus, les gens ont l'occasion de venir. Vous allez ouvrir quand, disons? On est ouvert du début juin jusqu'à la fête de l'Action de grâce. Logement et OA Espoir Câlin avec Gino Cyr. La possibilité d'aller jusqu'à 15 000 $ par unité de logement. D'accord. Donc, une contribution qui peut aller jusqu'à 90 000. Puis là, on sait, là, il y a des nouvelles sources de financement qui viennent aussi être complémentaires à cette aide-là. Au niveau de la MRC, il y a possibilité d'aller chercher jusqu'à un montant de 100 000 $ par projet. Louis Bérubé, architecte de la révolution dans la pêche gaspésienne. Louis Bérubé, c'était à l'origine un agronome qui s'est spécialisé en pêche dans les années 20 et qui a travaillé à organiser les pêcheurs dans des coopératives. Le pub Pete Caribou frappe fort cet été. On a 60 événements environ pour un total de 73 groupes de musique. On a 8 humoristes. Revue de presse du 25 avril 2024. Bonne émission. Vous écoutez votre Reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Besoin d'outils pour les travaux à la maison? Besoin d'accessoires de toutes sortes? Vous avez des projets de peinture? L'équipe du magasin J. Gérard Méthode de Grande-Rivière se fera un grand plaisir de vous servir. Quelle que soit la saison, quels que soient vos besoins, notre équipe compétente saura répondre à toutes vos attentes. Venez magasiner chez nous et vivez l'expérience J. Gérard Méthode de Grande-Rivière. Visitez notre page Facebook pour connaître nos spéciaux ou venez nous voir au 28 Grande Allée Ouest, Grande-Rivière. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jérémy, je suis l'attaché de presse de la ministre Leboutillier. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour un point de presse concernant le budget de 2024. Et puis, on va commencer d'abord par une allocution de la ministre Leboutillier, puis on passera ensuite à une période de questions et réponses pendant 10 minutes. Donc, Madame la ministre, c'est à vous. Merci beaucoup, Jérémy. Écoutez, bon jeudi à tous. Et très heureuse de pouvoir vous parler ce matin depuis le territoire traditionnel du peuple algonquin Anishinabeg. Comme vous le savez, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déposé le budget 2024 mardi dernier. Un budget responsable qui offre une chance équitable à chaque génération, mais aussi qui est ancré autour d'un objectif commun, soit les jeunes de 45 ans et moins. Premièrement, nous construisons plus de logements plus rapidement parce que c'est le meilleur moyen de rendre les prix des logements plus abordables. On réduit la paperasse, on accélère le développement, on convertit des terrains publics en logements et nous utilisons des technologies innovantes pour construire plus efficacement. Pour les locataires, en particulier les milléniaux et la génération Z, nous facilitons l'accès à la propriété.
Nous vous aidons à épargner pour votre première mise de fonds sans payer d'impôts. Nous accordons aux locataires un bonus sur leur code de crédit en prenant en compte leur historique de paiement de loyer afin qu'ils aient plus de chances de se qualifier pour leur premier prêt hypothécaire. Nous protégeons le logement abordable et en créant des milliers d'autres dans tout le Canada, et je vous dirais des millions d'autres dans tout le Canada d'ici 2031. Deuxièmement, nous rendons le coût de la vie moins coûteux et on renforce le filet de sécurité sociale au Canada pour chaque génération. On a des nouveaux programmes qui sont mis en place comme les soins dentaires, le programme national d'alimentation scolaire, les soins pharmaceutiques, notamment pour l'insuline et les moyens contraceptifs. On bonifie l'allocation pour les personnes handicapées et notre objectif, c'est d'aider les Canadiens à économiser encore plus. Troisièmement, nous développons l'économie grâce à l'innovation et l'équité. On a un plan qui va augmenter les investissements, améliorer la productivité et encourager les innovations révolutionnaires, ce qui créera de bons emplois et maintiendra le Canada à la pointe de l'économie. Cela inclut l'élargissement et la mise en œuvre des principaux crédits d'impôt pour l'investissement économique afin de développer l'économie propre, d'assurer l'avantage du Canada en tant que leader dans le domaine de l'intelligence artificielle et d'investir dans l'amélioration des subventions qui sont améliorées pour la recherche. Tout cela créera de bons emplois et des opportunités et développera notre économie. Nous rendons également le système d'impôt du Canada plus équitable en demandant aux 0,1% les plus riches de payer leur juste part, ce qui nous permet d'investir plus dans la croissance de notre pays et de veiller à ce que les jeunes générations ne soient pas responsables des dettes à venir. Donc, on veut rassurer les gens que 99,7% des Canadiens ne paieront pas plus d'impôts et ne verront pas leurs taxes augmenter. Puis bien sûr, il y a des mesures concrètes pour notre monde dans le budget. Ben oui, il va y avoir des retombées pour notre économie locale. Tout d'abord, du côté des pêches, on parle d'un investissement massif de près d'1 demi-milliard de dollars dans le programme des ports pour petits bateaux. On le sait, de nombreux ports ont besoin d'être réparés, tant à cause de l'usure normale qu'en raison des changements climatiques qui provoquent des phénomènes météorologiques extrêmes, plus fréquents et plus graves, notamment, on l'a vu depuis l'ouragan Fiona en 2022. Cette somme historique fera bien sûr toute une différence dans nos communautés de pêcheurs de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Le budget 2024 annonce aussi une mesure très intéressante afin d'alléger le fardeau fiscal des pêcheurs. Effectivement, nous avons l'intention d'augmenter la somme d'argent qu'ils peuvent gagner sans payer d'impôt sur le gain en capital provenant de la vente d'actions de leur petite entreprise, ainsi que de leurs biens de pêche. Actuellement, ils peuvent gagner jusqu'à environ 1 million de dollars sans devoir payer d'impôt sur ces gains. À partir du 25 juin prochain, cette limite dépassera le 1,25 million de dollars et sera ajustée pour suivre l'inflation par la suite. Ce qui signifie qu'en 2025, les Gaspésiens et Madelinots ayant des gains en capital admissible inférieurs à 2,25 millions de dollars seront en meilleure posture grâce à ces changements. Ensuite, du côté de la garde côtière, on injecte 400 millions de dollars supplémentaires dans le fonctionnement de la flotte de la garde côtière de l'avenir. On parle ici de sommes afin de garantir que la garde côtière canadienne dispose de la capacité de formation, de personnel en mer, du personnel de soutien et des ressources nécessaires à l'exploitation de sa future flotte de navires. Du côté des îles de la Madeleine, notre gouvernement sait à quel point il est important pour les Madelinots et les Madeliniennes d'avoir un service de traversier qui soit abordable. On le sait, la traverse Cap-aux-Meules-Souris, c'est le prolongement de la 199, c'est le lien avec le continent. C'est pourquoi j'ai le plaisir d'annoncer que notre gouvernement a l'intention de geler les tarifs de traversier jusqu'en décembre 2025. Finalement, du côté de l'assurance-emploi, on a annoncé le maintien des mesures exceptionnelles d'assurance-emploi pour les travailleurs saisonniers, les 5 semaines supplémentaires jusqu'en 2026. En faisant ça,
On injecte 264 millions de dollars supplémentaires dans le programme et cela s'ajoute à pas moins de 2 milliards de dollars investis depuis 2021 afin de rendre le régime plus efficace et accessible. Et à la hauteur de ces investissements, je tiens à rafraîchir la mémoire de tout le monde. Le régime d'assurance-emploi bonifié par notre gouvernement sera toujours à des années-lumière de celui saccagé par les conservateurs lors de notre arrivée au pouvoir en 2025. Saccagé, puis je le répète, pour le rappeler aux gens, alors que le Bloc québécois est resté les deux bras croisés dans l'opposition parce que c'est tout ce qu'il pouvait faire. Puis je tiens à rassurer tout le monde, les discussions se poursuivent de façon régulière avec mon collègue Randy Boissonneau dans le but d'offrir un régime de plus en plus souple et accessible. Le régime d'assurance-emploi est un programme qui est fait par et pour les travailleurs et je peux vous assurer qu'on ne les laissera pas jamais tomber. Cela dit, devant cette panoplie de mesures, tout aussi critiques et nécessaires les unes que les autres, j'ai été estomaquée de voir le Bloc québécois nous annoncer sa ferme intention de s'objecter au budget et ce, même avant de l'avoir vu et de l'avoir lu. Le Bloc peut bien se cacher derrière toutes les excuses du monde pour voter contre le budget. Les faits sont les faits. Le Bloc, incluant Mme Michaud, vont voter contre les investissements et les réparations dans les ports pour petits bateaux, contre les allègements d'impôts pour nos pêcheurs puis nos PME, contre un service de traversier abordable pour les Madelinots et les Madeliniennes, puis contre les 5 semaines d'assurance-emploi supplémentaires pour nos travailleurs saisonniers. Cela dit, je garde bon espoir qu'il est encore temps pour le Bloc de retourner faire ses devoirs, de bien lire notre budget et d'appuyer ces mesures. Sur ce, je suis maintenant à votre disposition et prête à répondre à vos questions. Parfait. Donc, Mme Laboutillier, je veux vous parler de la pêche, particulièrement de la pêche au homard. On a un avis qui a été lancé pour la zone 18 pour des possibles nouveaux permis de pêche au homard pour la Côte-Nord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que est-ce que c'est pour compenser la perte de la crevette? Est-ce que c'est parce que le homard migre sur la Côte-Nord? Je voudrais qu'il y ait un peu d'incertitude puis un peu d'espoir parmi les pêcheurs, là. Bien, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que je m'apprête à aller éventuellement là, et même très bientôt sur la Côte-Nord. D'accord, pour faire une annonce positive? On verra, mais je m'en vais sur la Côte-Nord d'ici, je vous dirais d'ici 3 semaines. Bon, ben, si vous allez sur la Côte-Nord, je peux vous dire en sous-question qu'il y a des gens dans les usines de transformation qui vont vous attendre parce qu'on a fait des vérifications. Seulement sur la Côte-Nord, il manque 50 travailleurs étrangers, principalement du Mexique. Vous nous avez dit dans les dernières semaines que la situation était sur le point de se résorber. Clairement, ce n'est pas le cas sur la Côte-Nord. Ça retarde la pêche des pêcheurs. Là, ils s'inquiètent un peu, surtout pour le crabe, qui ne pourront pas pêcher avant que le crabe tourne blanc, là. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est qu'on continue de travailler avec Immigration. Puis moi, quand je regarde là, sur l'ensemble du code je vais vous parler comme député de la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, là, comme on disait, on a 90% là, des travailleurs qui sont arrivés. Mais on continue de travailler avec le ministre de l'Immigration là, pour faire en sorte que les entrepreneurs là, puissent transformer les produits de la mer, puis que l'économie des pêches se porte bien dans notre milieu. Madame Leboutillier, le budget présenté mardi a été reçu, disons, beaucoup comme étant teinté là, par le contexte électoral possible là, au Canada. Vous avez déjà annoncé que vous alliez solliciter un nouveau mandat. Christina Michaud a fait connaître ses intentions. Ça a bougé au niveau de la politique provinciale aussi là, récemment. Le whip de la CAQ qui a quitté pour aller au Parti conservateur. Vous avez même pris le temps là, de faire des pointes envers le Bloc québécois à la fin de votre allocution. Est-ce que c'est un budget électoral? Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui soulèvent là, le fait que c'est fortement teinté par des élections futures?
Ben écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que on le sait là, qu'il va y avoir des élections en 2025, mais je peux vous dire qu'au niveau du budget, on a quand même là, des discussions. On avait des discussions avec la ministre Freeland. J'ai eu d'ailleurs, moi, un appel avec la ministre Freeland à l'automne. On est en contact régulièrement là, à la table du Conseil des ministres aussi là, pour parler des particularités de nos milieux, puis des investissements qui sont nécessaires là, pour améliorer la qualité de vie du milieu, pour continuer de travailler pour la croissance économique dans notre milieu. Donc, de parler des milléniaux puis de la génération Z qui sont même pas en mesure actuellement, puis on le voit sur le terrain, de penser là, à pouvoir vivre au moins puis d'avoir leur projet là, comme leurs parents l'ont eu à l'époque. Donc, c'est pas électoraliste, là. Ça fait vraiment partie des réalités puis de ce qui se vit dans le milieu. Donc, ce qui est rapporté dans le budget, c'est vraiment ce qui se passe. Puis c'est de se donner aussi une vision d'avenir au niveau de notre gouvernement. Puis on le dit, c'est un budget qui est responsable, puis c'est un budget qui est équitable pour nos générations futures. Ça fait que je peux vous dire que ce n'est pas du tout un budget qui est électoral. Peut-être en sous-question, plusieurs des investissements qui ont été annoncés sont ou bien échelonnés dans le temps. Bon, il y a des éléments qui vont entrer en vigueur en 2026, en 2028, notamment pour les étudiants. Il y a aussi des éléments qui dépassent le champ de compétences d'Ottawa, qui vient jouer dans le champ de compétences des provinces. Est-ce que réalistement, cet argent-là va percoler jusque dans notre région, advenant justement qu'il y ait une élection, tout ça? Est-ce qu'on va avoir le temps de s'entendre avec le palier provincial pour que finalement ces mesures-là soient effectives avant qu'il y ait la possibilité d'un changement de gouvernement? Ce ne sera pas nécessairement le cas, bien sûr, là. Donc, est-ce qu'on a confiance là, qu'on va voir la couleur de cet argent-là pour vrai? Bien, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que depuis 2015, on voit vraiment là, la couleur de l'argent qui atterrit dans nos régions. Puis comme on le mentionnait, là, le budget pour nous, il est important. On est là pour aider les générations futures. Puis on le sait que la meilleure façon pour notre milieu puis pour le Québec, c'est de travailler ensemble. Le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial, puis les municipalités. Donc, c'est gagnant pour le Québec. On l'a vu, ne serait-ce que dans les garderies, le 6 milliards qui a été retourné vers le Québec pour créer 37 000 places de plus là, au niveau de la petite enfance. Donc, pour nous, ça, c'est important. Puis, on est fiers aussi, là, moi, là, comme Québécoise et Gaspésienne, moi, là, je suis fière de ce que le Québec fait au niveau de ses programmes, puis de pouvoir dire, écoutez, voici comment on peut améliorer les choses. Puis on s'en sert d'exemple là, partout avec nos collègues à travers le Canada. Puis comme on dit, là, pour percoler, je peux vous dire que si on regarde au niveau des îles de la Madeleine, le gel des sommes pour les traversiers, ça va se faire là, ça va être en vigueur jusqu'en décembre 2025. Donc, c'est déjà en place. Donc ça, Mme Leboutillier, vous avez parlé d'allègements fiscaux, notamment pour les pêcheurs. On parle beaucoup de pêche ces temps-ci. Je parle souvent avec des pêcheurs et pour être franc, il n'y a personne qui m'a parlé d'allègements fiscaux. On parle d'une mauvaise gestion du NPO. On veut des programmes d'aide extraordinaires et aussi des rachats de permis, notamment pour les crevettiers. Avec le début de saison de pêche à la crevette, qui a été désastreuse, les gars ont sorti de l'eau. Est-ce que votre position concernant de possibles rachats de permis a évolué à la lumière de la situation là, des dernières semaines? Bien, écoutez, moi, je peux vous dire, puis je le répète, là, dans les rencontres que j'ai eues avec les gens du secteur des pêches depuis mon arrivée là, au ministère des Pêches à l'été passé 2024, il n'y avait rien de surprenant. Là, les pêcheurs le disaient, les associations le disaient, le golfe se réchauffe, on voit là, des phénomènes là, qui sont vraiment nouveaux, puis
puis d'où l'importance de travailler ensemble avec les gens du secteur des pêches. Puis c'est pas juste dans la crevette, on l'a vu dans le hareng, on le voit dans le maquereau aussi. Donc, nos océans actuellement ne se portent pas bien. Et d'ailleurs, au niveau mondial, encore dans une rencontre qu'il y avait au niveau des océans à travers le monde, c'est vraiment problématique actuellement au niveau des changements climatiques. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je continue d'être en discussion avec les associations de pêcheurs. Puis pour les gens qui disaient, ben écoutez, on n'a rien vu dans le budget, ben c'est pas à ça que ça sert le budget. Il y a des discussions qui se passent à côté. Le budget, c'est le vers où on s'en va, c'est la destination qu'on veut donner au niveau des Canadiens. Puis il y a d'autres tables avec lesquelles là, on va continuer de travailler pour avoir les discussions. Oui, mais en lien avec un rachat de permis, parce que ça n'était pas envisagé, pas du tout. Là, est-ce que votre position a évolué un peu concernant ça ou pas du tout? Ben, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on continue d'avoir des discussions, puis c'est pas seulement avec comme je disais, il n'y a pas que les pêcheurs de crevettes, il y a d'autres pêcheurs aussi avec d'autres espèces. Donc, pour moi, c'est important de continuer de discuter avec les associations. Madame Le Boutillier, bonjour. Assurance emploi, on parlait de la réforme en 2022, on a parlé de 2023, on est rendu déjà pratiquement le quart de 2024 fait. Est-ce qu'il y aura cette réforme cette année plutôt que des mesures là, comme les 5 semaines de prolongement, etc.? Est-ce qu'il y aura une réforme concrète cette année? On l'a vu au niveau de l'assurance-emploi, à quel point la situation au niveau de l'emploi au Canada, puis en Gaspésie aussi, là, Gaspésie, aux îles de la Madeleine, nous sommes aussi en pénurie de main-d'œuvre. Donc, ce qui devait se faire au tout début, puis on l'a vu, le monde du travail a changé. On continue d'avoir là, des rencontres avec les gens. Moi, je continue de parler avec mon collègue, le ministre Boissonneau. On continue, puis je sais que le ministre continue d'avoir des rencontres avec les gens du milieu du travail, avec son collègue aussi, le ministre du Travail, pour faire en sorte d'amener là, l'assurance-emploi, le système d'assurance-emploi ailleurs, puis pour pouvoir vraiment là, répondre aux besoins des milieux. Donc, actuellement, moi, là, c'est de tenir compte des travailleurs saisonniers, puis pour moi, c'est une bonne nouvelle là, de prolonger au moins là, jusqu'en 2026. Puis ce qu'on veut, c'est vraiment offrir un régime qui soit plus souple et plus flexible, mais qui corresponde aussi aux besoins de certaines régions, dont les régions saisonnières dans l'Est du Canada, on le sait avec le secteur des pêches ou le secteur du tourisme. Oui, Mme Leboutillier, dans le budget, on parle de 33 millions de dollars sur 5 ans pour les pêches durables. On n'a pas beaucoup de détails. Certaines associations de pêcheurs, notamment à Gaspésie, s'inquiètent de la non-reconstruction possible du pont sur les engins de pêche fantôme là, qui représentent d'importantes opportunités de recherche pour les associations de pêcheurs et les centres de recherche. Est-ce que votre gouvernement va s'engager à renouveler ce fonds? Bien, écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que de ce côté-là, le travail se poursuit, puis on continue là, d'être en lien avec les organismes et les associations. Puis pour moi, c'est un travail qui est important. Donc, puis c'est clair qu'on ne pouvait pas retrouver, c'est pas dans le budget là, qu'on retrouve comment ça va s'atterrir sur le terrain, mais je peux vous dire qu'on continue d'être en contact avec les gens du milieu. Puis ce que je dis aux gens du milieu, c'est continuer de faire le dépôt de vos projets. C'est important. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous êtes à la recherche d'un véhicule neuf? Vous recherchez la fiabilité au meilleur prix? Chez Automobile Mauger, c'est notre équipe qui fait la différence. Pour l'entretien de votre véhicule, le service aux pièces, le financement, des conseils avisés pour l'acquisition de votre véhicule, faites confiance à l'équipe Mauger Ford de Grande-Rivière. Venez rencontrer notre équipe d'expérience qui saura répondre à vos besoins et surtout vous offrir le meilleur service en Gaspésie. Pour une expérience ultime sur la route, Mauger Ford de Grande-Rivière est là pour vous.
Bon après-midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que la plupart d'entre vous me connaissez, mais je suis Jérémy, l'attaché de presse de la ministre Leboutillier. Merci d'être avec nous cet après-midi pour une conférence de presse concernant les mesures du budget de 2024 qui feront progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. Des documents d'information puis un communiqué de presse ont été partagés dans la section commentaires de l'appel de cet après-midi. On va d'abord commencer par une allocution de la ministre Leboutillier, puis on passera ensuite à la période de questions pour une dizaine de minutes. Madame la ministre, c'est à vous. Merci, Jérémy. Donc, bon mardi à tous et à toutes. Et je suis très heureuse de vous parler cet après-midi depuis le territoire traditionnel des Premières Nations Mi'kmaq de Gueskapewagi, qui protège ses terres et ses eaux avec grand soin depuis des temps immémoriaux. Comme vous le savez, j'ai convoqué la plupart d'entre vous la semaine dernière pour vous parler des mesures fortes du budget 2024 pour la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Cela dit, je souhaitais m'adresser à vous séparément sur ce sujet qui est tout aussi important pour notre région, soit de faire avancer la réconciliation avec les peuples autochtones. Vous le savez, la nouvelle circonscription de Gaspésie, les îles Listigwish, compte 3 communautés autochtones, dont 2 réserves, Gaspeg, Gueskapegiak et Listigwish. Ces communautés ont toujours été au cœur de mes priorités en tant que députée, et c'est d'autant plus vrai depuis ma nomination à titre de ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de faire 2 annonces en ce sens depuis le début du mois d'avril, notamment la signature historique de l'accord de réconciliation et de reconnaissance des droits concernant le Parc national Forillon et la nation Mi'kmaq de Gaspeg, et près de 1,5 million de dollars sur 5 ans afin de préserver et promouvoir la langue Mi'kmaq de Gueskapegiak. Et aujourd'hui, je vous annonce que ça ne s'arrête pas là, car dans le budget 2024 déposé la semaine dernière, par la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, nous allons encore plus loin. Tout d'abord, on lance le programme de garantie de prêt pour les Autochtones qui accordera jusqu'à 5 milliards de dollars en garantie de prêt pour faciliter l'accès des communautés autochtones aux capitaux dont ils ont besoin. Le tout leur permettra de tirer profit, comme elles l'entendent, des retombées des grands projets énergétiques et des ressources naturelles réalisées sur leur territoire. Ensuite, on va soutenir le logement et les infrastructures communautaires autochtones en investissant 918 millions de dollars pour accélérer les travaux visant à pallier les lacunes en matière de logement et d'infrastructures des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. La somme se répartira comme suit. 426 millions de dollars pour les Premières Nations établies dans une réserve, 62 millions de dollars pour les Premières Nations autonomes et les Premières Nations signataires de traités modernes, 370 millions de dollars pour les communautés inuites et 60 millions de dollars pour les communautés métisses. Et finalement, on leur ouvrira la voie à l'éducation postsecondaire en investissant près de 243 millions de dollars dans la prochaine génération d'étudiantes et d'étudiants des Premières Nations au niveau universitaire, collégial et postsecondaire. À cet investissement s'ajoute près de 488 millions de dollars investis sur 10 ans dans les stratégies d'éducation postsecondaire pour les Inuits et les Métis dans le budget de 2019. Un Canada équitable, ça se traduit par un gouvernement qui continue de réaliser d'importants progrès vers la réconciliation en travaillant en partenariat avec les Autochtones. Et le gouvernement fédéral continue d'accorder la priorité à sa responsabilité d'aider les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis à déposer des moyens dont elles ont besoin pour croître et réussir selon leurs propres conditions. Et je vais terminer en vous disant ceci. La réconciliation, ce n'est pas la responsabilité des peuples autochtones, mais c'est plutôt celle de chacun d'entre nous. Il nous incombe de donner une voix aux Premières Nations, aux Inuits et aux Métis, d'écouter leurs récits et d'en tirer des leçons. Si nous voulons bâtir un Canada plus juste,
plus équitable, plus inclusive pour les générations à venir, nous devons faire face à la vérité de notre passé et investir dans l'avenir. Et on doit continuer sur cette voie. Parce qu'à chaque étape qu'on franchit, on contribue à bâtir un pays meilleur et plus fort pour tous. Sur ce, merci à tous et je suis maintenant prête à répondre à vos questions. Tous ces montants-là sont inscrits dans des programmes. Ce que j'aimerais avoir et ce à quoi vous ne pourrez peut-être pas me répondre aujourd'hui ou en tout cas peut-être dans les prochaines heures, c'est que ces programmes-là existent dans la plupart des cas et les nouveaux montants se comparent à quoi pour l'ancien programme, pour le programme précédent? C'est toujours le problème quand on nous fait des annonces. Je dis pas que le problème est exclusif à vous, Mme Leboutillier, au gouvernement fédéral, mais on ne peut pas se faire une idée de l'ampleur des programmes tant qu'on ne peut pas savoir à quoi ça se compare pour le programme précédent. Donc, c'est peut-être pour M. Collard ma question, mais j'aimerais avoir une idée de ce à quoi ça se compare. OK. Bien, peut-être ce que je peux vous dire, c'est quand on regarde, mettons, si je fais le comparatif avec le budget de 2023. En 2023, on avait alloué 4,3 milliards de dollars sur 7 ans pour mettre en œuvre une stratégie de logement autochtone en milieu urbain, rural et nordique. Donc, les argents que j'annonçais aujourd'hui, c'est des argents qui s'ajoutent dans les programmes antérieurs pour vraiment là, faire en sorte de pouvoir, parce qu'on le voit au niveau des communautés autochtones où on a vraiment besoin d'avoir plus de logements. On voit aussi que les coûts en construction, les coûts aussi ont explosé. Donc, c'est important pour nous d'allouer les sommes qui vont permettre là, d'améliorer les infrastructures, puis d'améliorer la qualité de vie des communautés autochtones. Et ça, c'est un travail qui se fait aussi en collaboration. C'est des ententes puis des discussions qui se prennent de nation à nation là, avec les communautés. Ben, en complémentaire, certains des montants d'aujourd'hui, vous avez donné un horizon temporel, mais pour les autres, je n'en vois pas. Si vous ne le savez pas, j'aimerais aussi avoir ces renseignements-là. 5 milliards pour faciliter l'accès aux capitaux, c'est sur combien d'années? Okay. On va pouvoir vous sortir les informations. Puis quand on parle d'avoir des accès en capitaux aussi, on le voit au niveau des communautés autochtones, des ententes, comme on dit, elles font partie du développement économique des régions et elles aussi veulent pouvoir investir dans des commerces, pour faire comme on dit, pour faire partie là, de l'économie, puis que ça ait aussi de la plus-value aussi pour leur communauté. Mais on va s'assurer d'avoir l'information puis de vous la faire parvenir pour vous gagner, sans problème. Bonjour. Ma première question est en lien avec la réconciliation. Dans cette lignée-là, il y a des communautés autochtones là, de l'Est du Québec qui ont renoncé à leur quota de crevettes. Notamment, Listigouche, en décembre 2023, a demandé un moratoire carrément là, sur la crevette. Puis je me demandais, comme compensation, a demandé plus de permis de homard. Puis dans une optique de la réconciliation, est-ce que votre gouvernement va répondre positivement à cette demande-là là, de la communauté de Listigouche? Bien, écoutez, moi, j'ai eu des rencontres avec la communauté de Restigouche, puis eux, tout comme nous, là, savent que le homard se porte bien, là, puis moi, c'est un dossier aussi que je suis très près. Donc, je peux vous dire que c'est vraiment une priorité là, au niveau de la réconciliation. C'est une priorité pour le gouvernement, mais c'est aussi une priorité pour moi là, dans le secteur. Donc, c'est sûr que tout ce qui est dit, moi, je le prends en considération. Puis d'ailleurs, peut-être un des exemples que je peux vous donner, c'est que l'automne dernier, j'ai autorisé
J'ai autorisé là, une pêche exploratoire au niveau du homard d'automne. J'ai aussi amené la pêche. On est passé de pêche exploratoire à pêche commerciale au niveau du cocombe de mer. Puis c'est les communautés Mi'kmaq qui travaillent avec l'industrie de transformation à Chloridome. J'ai aussi autorisé pour les Wallastaqua une pêche commerciale aussi au niveau de l'oursin. Donc, je peux vous dire que je suis très branchée sur les communautés pour voir comment tout ça peut avancer. Et puis pour moi, c'est important, le travail va se poursuivre. OK, donc il n'y a rien de décidé concrètement par rapport à cette situation-là. Non, on est en discussion actuellement, puis l'objectif, puis je pense que l'objectif est le même pour tout le monde. C'est on veut permettre à des gens de pouvoir, à des communautés, de pouvoir retirer des bénéfices économiques et tout ça en exploitant la ressource d'une façon à la pérenniser, dans le temps, puis avec les meilleures pratiques possibles. Excellent. Pour ma question de suivi, j'aimerais vous entendre en tant que député Gaspésie-Île-de-la-Madeleine là, sur la passe archipel là, qui va être instaurée le 1er mai aux Îles-de-la-Madeleine. Je me demandais, ça suscite un vif débat en ce moment, là, un peu partout là, aux îles, mais également hors des îles. Je me demandais si vous trouvez que c'est une mesure déraisonnable qui a été implantée aux Îles-de-la-Madeleine, comme plusieurs le disent. Bien, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que les municipalités sont des créatures du gouvernement provincial. Ça fait que vous comprendrez là, que quand on parle des champs de compétences, moi, je vais respecter là, les discussions qui vont avoir lieu là, entre les municipalités et les gouvernements provinciaux. Oui, bonjour. Je regardais rapidement le communiqué. Il y a une série de chiffres nationaux, mais j'aimerais ça que vous me disiez concrètement pour les 3 communautés de la Gaspésie, qu'est-ce que ça veut dire le budget 2024? Bien, écoutez, au niveau du budget 2024, là, puis comme je le mentionnais au départ, ce qui est important, c'est les négociations qui se font entre les Premières Nations et le gouvernement fédéral où on négocie de nation à nation. Ça fait que les communautés autochtones amènent leurs projets sur la table, ont des discussions avec les différents ministères et les gouvernements pour faire en sorte là, de pouvoir atterrir ces sommes-là dans nos communautés. Donc, ça serait très, très malvenu de ma part aujourd'hui de vous dire, ben voici ce qui va arriver là, dans notre milieu. Ça fait que ça va faire partie des discussions qu'on va avoir avec les peuples autochtones. Je comprends. Bon, vous avez cité tantôt le parc Forion avec Gaspé, la nation Mi'kmaq, les langues du côté des Gaspé-Gag, mais bon, je comprends qu'on n'entrera pas dans les détails fins des projets, mais est-ce que vous en avez des projets des 3 communautés Mi'kmaq sur la table actuellement que vous allez étudier et qui pourraient rentrer dans le cadre de ce qui a été annoncé dans le budget? Bien, écoutez, comme je disais, là, j'ai pas actuellement, moi, là, comme ministre des Pêches, c'est sûr que ce qui est regardé, c'est dans l'accès aux permis, à certains permis là, pour pouvoir permettre aux communautés autochtones de développer leur économie. Ça peut faire en sorte que, je vous dirais, ça pourrait se traduire comme peut-être de l'aide pour pouvoir avoir au niveau des quais, des ports pour petits bateaux. Ça peut être de l'aide aussi au niveau de certains bateaux de pêche. Ça peut être de l'aide pour des rachats de permis au niveau du secteur des pêches. Donc, c'est tout ça qui est regardé. Puis même dans les discussions que j'ai, moi, avec les communautés autochtones, c'est aussi, on va parler de mise en place de parcs marins ou d'aires marines protégées. Donc, ça fait que c'est différents projets là, qui touchent le secteur des pêches, puis qui touchent là, l'ensemble et du territoire là, je vous dirais, du Québec.
partie aussi là, du Québec, moitié de ministre des Pêches, c'est le Québec puis tout le Canada, mais ça fait partie des discussions que j'ai avec les communautés autochtones, Inuits et métis, parce qu'on parle de pêche pas seulement le long du littoral du Canada, mais aussi on a des activités de pêche aussi à l'intérieur des terres avec les poissons d'eau douce. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Marché Richelieu de Cap-d'Espoir, l'endroit où faire son épicerie devient un plaisir à découvrir et à partager. Venez déguster nos produits du terroir gaspésien et nos spécialités cuisinées ici même, la cuisine de notre chef Nicolas. Que ce soit pour le prêt-à-manger ou un dessert fait maison, pour des produits frais, de la bonne bière gaspésienne ou simplement pour le plein d'essence, rendez-vous au marché Nicolas de Cap-d'Espoir. Elle s'appelle Diane Blais. Nous l'avons rencontrée au Centre de réadaptation de la Gaspésie situé à Chandler. Son travail est tout particulier en cela qu'il demande une attention de tous les instants tellement les documents qu'elle traite sont parfois délicats, voire sensibles. Son métier, c'est sa passion, à tel point que même à la retraite, elle est revenue y travailler quelques heures par semaine. Des postes sont ouverts pour ce métier au sein du CIS de la Gaspésie, plus d'une quinzaine répartis sur l'ensemble du territoire. Diane Blais nous invite à le découvrir comme elle seule sait le faire. Voici mon reportage. Bonjour, mon nom est Diane Blais. Je suis agente administrative au CIS de la Gaspésie depuis plus de 30 années. Je suis à la retraite depuis 1 an, mais j'ai poursuivi mon travail par manque de main-d'œuvre. Vous êtes retourné, donc vous étiez à la retraite, on vous a Mais j'ai comme jamais arrêté. Pourquoi? Parce que je faisais ici en centre de réadaptation, mais je faisais aussi l'hôpital en ergothérapie puis en physiothérapie. Le département. Je rentrais les requêtes parce qu'il n'y avait personne pour le faire. Puis, étant donné qu'on était la même équipe, on m'a demandé si je pouvais aller le faire une couple d'heures par jour. Puis, j'ai accepté. C'était vraiment un changement complètement... Je sortais de ma zone de confort. Mais par contre, je suis allée, puis j'ai jamais regretté parce que j'ai tombé dans une équipe extraordinaire. Puis le travail, j'ai appris à faire le travail, à travailler sur un nouveau système, puis je me sentais bien. Puis quand on se sent bien quand on travaille, mais on aime aller travailler. Puis je pense que moi-même, personnellement, j'ai toujours aimé venir travailler durant toutes ces années. 34 ans? 34 ici, ans. Au centre de réadaptation, oui. Comme agente administrative? Comme agente administrative. C'est quoi ça, votre métier, pour l'expliquer aux gens qui ne connaissent pas votre métier? Bien, l'agente administrative, moi, je suis de classe 1. La classe 1, c'est qu'on fait pas mal tout. Que ce soit le traitement de texte, que ce soit la correspondance, que ce soit le classement, que ce soit les inscriptions au niveau des différents logiciels, les inscriptions dans le système informatique, des fermetures, répondre aux demandes des organismes pour des collectes de renseignements. On répond pratiquement à tout. L'accueil des usagers. On a à travailler avec le transport d'aisance pour que les clients puissent venir faire des activités dans notre centre. Les clients particuliers, d'ailleurs? Les clients avec avec des différences. C'est surtout avec la déficience intellectuelle. Parce qu'il faut dire qu'on travaille avec la déficience intellectuelle, physique, les troubles du spectre de l'autisme, déficience visuelle, déficience auditive, les personnes qui ont des traumatismes crâniens, des personnes qui font des accidents cérébraux vasculaires, des AVC. On travaille avec toutes ces personnes-là, avec les familles, puis j'ai vraiment à communiquer avec les familles, à parler avec les familles quand ils ont besoin des documents, quand ils ont besoin d'une réponse assez vite. Si moi, je n'ai pas la réponse, je vais aller chercher la réponse auprès des différents professionnels
qui gravitent autour de moi. Dans les professionnels, on a des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des orthophonistes, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés. On a toute une panoplie, neuropsychologues, psychologues, des spécialistes en réadaptation visuelle, des spécialistes en orientation mobilité, on a des audiologistes. On travaille avec tout ce beau monde-là, qui eux autres, ils vont prendre l'usager. C'est l'usager qui est important. C'est l'usager qui est au centre des services. Puis c'est lui qui est important. Puis vous jouez un rôle clé, on oublie. Oui, parfois on est oublié, ça on peut le dire, là, mais nous autres on sait notre importance, parce qu'on l'a su, puis malgré la crise qu'on a vécue dans les dernières années avec la pandémie, oui. On était toujours là à répondre, puis à produire des documents, puis à essayer de garder le plus possible la normalité des services, malgré tout. Et des documents qui sont précieux, délicats, confidentiels? Oui. Tout est confidentiel ici, monsieur. D'où la difficulté de votre métier. Exactement. Puis, chaque usager a son dossier. Si vous voyez en arrière de vous, ce sont des dossiers de tous des usagers actifs. Puis, le dossier d'un usager, c'est très important. C'est sa vie. C'est vraiment, faut vraiment qu'on soit vigilant par rapport à ça, parce que c'est pas tout le monde. Moi, il y a personne qui peut venir fouiller dans mes classeurs. C'est barré. Aussitôt qu'il y a personne dans le bureau, tout est barré. Que ce soit les dossiers actifs ou que ce soit les dossiers fermés, comme qu'on a vu tantôt, tout est fermé, tout est barré. Puis quand on finit à 4 heures. C'est exactement ça. On laisse jamais une porte débarrée. Vous sentez que vous êtes utile alors? Moi, je me sens utile, puis c'est intéressant aussi parce que j'ai été chanceuse, j'ai été privilégiée, dans le sens que j'ai travaillé 30 quelques années ici en centre de réadaptation. J'ai travaillé 3 ans en ergo puis en physio à l'hôpital, puis ils me l'ont toujours fait voir que j'étais importante. Ils me l'ont toujours dit. Puis je pense que ça, c'est la plus grande reconnaissance qu'une personne peut faire à quelqu'un. Tu sais, c'est lui démontrer qu'elle est importante. Lui démontrer qu'elle est de confiance. C'est ça le secret. C'est le secret de la réussite, puis c'est le secret. Puis quand t'aimes ce que tu fais, quand t'aimes les personnes, quand tu travailles avec des personnes, des belles personnes, des bonnes personnes, des belles personnes, mais il n'y a pas un matin que tu vas dire « Ah non, tu sais, je m'en vais travailler encore. » Non. Je m'en vais travailler. Je l'ai fait pendant plus de 30 ans, à venir travailler, puis à jamais dire « Ah, tu sais, vraiment venir de reculons. » Ça, je suis jamais venue travailler de reculons, parce que j'avais des bonnes personnes autour de moi. Tout le temps. Puis, on est une équipe. Puis, c'est plus qu'une équipe, on est une famille. Puis, c'est ça le secret de la réussite. Pour moi, ça a été ça. C'est une question de confiance. On vous confie des documents précieux, des données sur les gens, sur leur parcours santé, mental, physique, etc. Oui. D'où l'importance de votre métier. Donc, vous sentez que vous êtes utile, non? Oui. Très utile. Puis les rapports que j'ai à corriger, mais c'est tout des choses qui sont... Les écrits, c'est des écrits personnels, confidentiels. C'est des choses qui disent par rapport à l'usager. On peut pas parler de ça avec tout le monde. C'est vraiment... Tout ce qui se passe ici, reste ici. Je vais vous poser une dernière question. Si quelqu'un veut faire votre métier, évidemment, ça prend de la formation, je suppose, il y a sûrement une formation quelconque pour faire votre métier, mais si vous avez des 3 mots-clés, disons, qu'il faudrait avoir pour faire ce métier-là, à votre avis, l'essentiel pour prendre goût à ce métier, c'est quoi le talent particulier? Bon, c'est sûr et certain, il faut avoir de l'entre-gens. Il faut être capable aussi de s'exprimer puis d'être capable de répondre aux besoins des gens. Parce que quand les gens nous appellent, c'est parce qu'ils ont des besoins. Ça, ils ont des choses à demander. Puis on vit pas avec puis on rencontre pas toujours des personnes. On rencontre beaucoup de personnes aussi démunies. Ça, qui savent pas toujours
où s'orienter. On est là pour ça. Puis, aimer son travail, c'est avoir la passion. Moi, c'est la passion que j'ai toujours eue. Puis, comme je vous dis, puis je fais du remplacement présentement, puis ma passion est encore là. Mais vraiment là. C'est vraiment... Puis, c'est comme si j'avais jamais arrêté. Puis je remercie, c'est comme je disais, j'ai été privilégiée au niveau professionnel parce que j'ai toujours tombé dans des bonnes équipes, des bonnes personnes, puis j'ai toujours aimé ça que je faisais. Puis c'est ça qui est important. Mais ça paraît. Merci beaucoup pour cet entretien. Bien, ça m'a fait plaisir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Toute l'équipe de Michel et Terry Whittom vous attend à votre pharmacie Jean Coutu de Grande-Rivière. Pour des conseils professionnels, des produits de qualité, venez nous voir, ce sera un plaisir de vous servir. Des cosmétiques aux soins de beauté en passant par les soins de santé, c'est chez votre Jean Coutu de Grande-Rivière que vous trouverez satisfaction. Les granges parsèment notre territoire comme autant de témoins d'un temps révolu. Mais il en est qui sont encore vivantes, comme celle qui abrite le fumoir Le Paternel à Percé. TVRP vous invite donc à une aventure toute singulière dans laquelle se sont engagés Alain Bugeaud et Isabelle Dubé. Dans un premier temps, une entrevue s'impose dans la boutique du bâtiment patrimonial pour mettre la table, qui sera suivie d'un tour complet de cette grange transformée en bonne partie en fumoir avec Alain Bugeaud. Ce tour guidé est pour le moins impressionnant. Voici mon reportage. Alors, bonjour à vous deux. Bonjour Thierry. Présentez-vous. Alors, on y va. Alain Bugeaud, Percé. Isabelle Dubé. Ben, on vous connaît bien. Bien sûr. On est dans votre grange ici, hein? Ben oui. C'est très spécial. Oui, monsieur. Oui. Deuxième maison. C'est votre deuxième maison. On a eu l'occasion de la visiter, on montrera des images, c'est vraiment magnifique comme aventure. Parlez-moi de cette aventure en vos mots. Comment ça se fait qu'on est rendu ici? Ben, c'est quand même une longue histoire. J'ai un précédent qui était pas vraiment dans une grange, pas vraiment sur une ferme. Et puis la force des choses dans ma vie a fait que j'ai réorienté ma carrière. Depuis mon enfance, j'aidais mon père, j'étais un fumeur de poissons. Et puis, à un moment donné, s'est présenté dans notre vie une opportunité d'acquérir cette grange-là, qui est vraiment magnifique, qui appartenait à un ami à nous, la famille Cahill. C'est une grange qui a été construite dans les années fin 1930. Qui avait une vocation au début pour nourrir, pour la subsistance de cette famille Cahill-là. Donc, sous tes pieds, Thierry, en dessous de ce plancher-là, il y a encore les dallots dans le béton où étaient pitchés avec la pelle, ils poussaient la merde soit des vaches ou non des poules ou peu importe, des animaux qui étaient dans cette grange. Fait que nous, on a acquéri la grange dans le but de faire une entreprise qui allait être dédiée au fumage de poissons. À l'origine, les premières années, c'était uniquement une boutique comptoir qui était là où on est présentement. Avec le projet d'utiliser la grande partie, l'endroit où ils gardaient anciennement dans les granges, tous les matériaux, que ce soit les foins l'automne ou les matériaux pour virer à terre, pour ramasser ces foins-là, les diverses machineries des années 30, des années 40. Donc, juste au côté du mur qui est derrière moi. Le but ultime était d'utiliser cet espace-là, d'aménager, puis d'en faire une usine de transformation de produits alimentaires, donc de fumage de poissons. Ce qu'on a réussi avec du travail, de l'énergie, du temps un peu, parce que ça a pris quand même 4 ans avant qu'on passe de la boutique uniquement à avoir l'ensemble des activités ici même, dans la bâtisse, dans la grange. Donc l'année dernière, c'était remue-ménage incident avec des contracteurs, des plombiers, électriciens, c'était le bordel total. C'était un gros casse-tête, mais on a fini par passer à travers puis d'avoir une usine fullement bien équipée. Bien équipée puis opérationnelle au début juin 2023. Restons dans vos produits, tant qu'à parler de ça, là, vous m'allumez là-dessus. Les produits que vous faites, c'est quoi et c'est quoi ce passé de fumeur dans votre cas à vous? Mon père était fumeur de poissons, il fumait pour son restaurant.
Et puis dans le temps, ben, pratiquement le gros d'activité, c'était le saumon fumé. Lui, il faisait du hareng. Puis en 1994, on a commencé à faire du maquereau fumé. Il y avait eu un festival à Percé, puis on avait remporté un premier prix. Sœur Rogel était là, en tout cas, avec le maquereau. Et puis maintenant, ben, l'activité principale de l'entreprise, c'est quand même à bon pourcentage encore avec le saumon fumé. Par contre, j'ai beaucoup diversifié dans les 6-7 dernières années la gamme de mes produits. Je suis rendu avec 6 sortes de saumon fumé différents. Quand même? Avec des bonbons, des jerky, des piquants, pas piquants. On utilise des sirops d'érable d'entreprises locales, érablières locales. On utilise la microbrasserie Pied de Caribou, la bière à Pied de Caribou pour mélanger. Donc, on est sorti un peu des sentiers battus par rapport à traditionnel saumon fumé. D'ajouter de la bière dans notre saumon fumé, je pense qu'on est un des seuls qui fait ça. Là. Ça fait que les autres espèces que j'ai développées aussi dans les 4-5 dernières années, on parle du flétan. Excellent produit, chair blanche, c'est naturel, c'est pêché, sauvage pêché directement en face de nous. Il y avait toujours le maquereau, le monde vient fou du maquereau, mais là, le maquereau, la pêche est arrêtée un peu. C'est dommage, mais on est stocké là-dessus. Il y a la morue, la pétanque. Pétanque, on est peu de fumeurs de poissons qui fumons la pétanque. C'est aussi, c'est recherché. Quand le monde découvre, c'est soit qu'on aime ou on n'aime pas. Puis quand on aime, on l'adore. Donc les produits sont variés. Ici, en plus, les gens ont l'occasion de venir. Vous allez ouvrir quand, disons? On est ouvert du début juin jusqu'à la fête de l'Action de grâce, officiellement. C'est-à-dire que la porte est ouverte à tous les jours. Puis à ce temps-ci, les gens, il peut arriver quelqu'un dans la cour dans 5 minutes, puis là, on n'ouvrira peut-être pas parce qu'on fait ça. Là, bien sûr. Il y a un numéro de téléphone dans la porte, puis ouvert sur appel. OK, ça c'est bien dit. Voilà qui est clair, puis il y a une boutique ici. Moi, je voudrais juste souligner qu'on a un volet aussi de prêt à manger l'été. Donc, moi, je suis la cuisinière attitrée. Donc, et artiste, on en reparlera. Oui, je suis une artiste aussi. Mais c'est ça, on a des pokéballs, on a des tartares de saumon, on a de la mousse. Donc, on a toujours du prêt à manger que les gens peuvent se procurer de quoi, puis aller manger ça sur notre table de pique-nique dehors ou sur le bord de la mer. Donc, on n'est pas un restaurant, on est vraiment un comptoir de prêt à manger. Oui. Puis moi, pour être venu ici, dès la première année, il y a quelque chose de très convivial, festif, à se promener alentour de cette grange. C'est vivant, en tout cas. Il y a une vue extraordinaire sur la mer. On est très proche de Percé. Quand tu débarques, les gens débarquent de leur véhicule, puis qu'il fait soleil un peu, là, ils regardent la mer, ils disent « Wow! » Le phare d'un côté, le phare du Cap-Blanc d'un bord, le phare, la pointe de Cap-d'Espoir de l'autre côté. On est sur le dessus d'une côte. C'est magnifique, là, la vue qu'on a ici. C'est un grand terrain. Et puis, tu regardes, tu te vires de bord, puis tu regardes la bâtisse. Elle est vraiment belle de l'extérieur, c'est grand. J'arrive justement dans ce point-là, puis... Tu sais, elle est droite, elle est solide, malgré son âge. Elle a été entretenue par son ancien propriétaire avec... il a mis énormément d'amour là-dessus avant de nous la vendre. Hein. Tout l'extérieur a été refait au complet. Donc, elle est là, quand on l'a acquis, elle donnait confiance à dire on s'enligne à la bonne place pour notre projet. Parce que tu bâtis pas une usine de transformation alimentaire dans l'intérieur d'une bâtisse qui n'est pas solide puis qui ne te donne pas confiance à ce qu'elle ne partira pas avec un coup de vent. Ben non, tu sais. Ça fait que ça, c'est magnifique quand tu regardes de l'extérieur la bâtisse. Puis quand tu franchis la porte, ben là, les gens, ça capote. Là. Ça se vire de bord, ça regarde d'un côté, de l'autre. Il y a de tout ici. Il y a de la nourriture à vendre. Il y a des produits qui ne sont pas de nous. Il y a des collections qui sont incroyables. Il y a des artefacts qui reflètent la vie de Percé, l'histoire de Percé. J'ai une collection d'os de baleine. J'ai grandi dans un hôtel où il y avait un disque de baleine sur le dessus du bar, puis une côte de baleine sur le mur. Puis
En tout cas, on a fait un événement il y a 2 ans par rapport à une pièce qui m'a été donnée par quelqu'un. Puis il y avait des invités et on m'a rapporté la côte de baleine qui était sur le mur de l'hôtel. Puis on m'a rapporté le disque de baleine qui était sur le mur de l'hôtel, sur le bord de l'hôtel. Alors, tu sais, c'est des sentiments, ça me fait quasiment broyer quand j'en parle, là, mais on a l'impression d'être chez nous. On est chez nous ici, puis d'avoir grandi dans un hôtel où tu avais un sentiment d'être chez vous, d'avoir... Et maintenant, c'est recréé dans une nouvelle partie de ma vie. On rentre ici, c'est avec plaisir qu'on arrive le matin, ou avec plaisir que je viens ouvrir la porte un dimanche après-midi à quelqu'un qui appelle dans le mois d'avril. D'autant plus spécial comme entreprise, puis c'est un peu l'objet de notre entretien aujourd'hui dans cette série de reportages qu'on fait sur les granges. Vous êtes conscient que vous avez une entreprise, d'abord qui est singulière, mais qui est dans un patrimoine bâti. Nous, on rentre ici, il y a une âme. On regarde des solives sur les plafonds, on regarde quand on va voir le grenier, il y a quelque chose de vivant, il y a ce patrimoine vivant. Êtes-vous conscient de ça? C'est la question que je vous pose. Absolument. Oui, puis pour souligner aussi l'ancien propriétaire, quand on l'a approché, parce qu'on a été intéressé à sa grange, il était tellement content de pouvoir, que sa grange serve à quelque chose. Il ne voulait pas que sa grange serve à un entrepôt de char ou whatever. Donc lui, il voulait qu'elle continue à vivre, puis il croyait à notre projet, puis il était vraiment content que ce soit nous qui prenons la relève. Sentez-vous une responsabilité, donc, de continuité? Pas vraiment, mais quand je suis dans l'usine puis que je pense à tout ce qu'on a fait depuis 5 ans, j'entends justement Gordon nous dire... Qui était un artiste, qui était un artiste bien connu. Qui était un artiste bien connu, qui avait eu sa boutique ici pendant une quinzaine d'années, à même ses murs, où il donnait des ateliers de poterie, où c'était une personne aimée, c'est une personne qui avait un grand cœur, puis il se retrouvait en nous, puis nous en lui aussi, parce qu'on a un grand cœur. Et moi, mon père me parle quand je suis dedans. L'année passée, tu sais, quand tu inaugures une usine, puis tu as mis beaucoup d'efforts, puis tout ça, puis que tu penses au cheminement d'il y a 10, 15, puis 40 ans, ben on sent sa présence, on sent le présence. Je vais terminer la question en disant, il y a une âme ici, on le sent quand on rentre, il y a une âme vraiment forte, quelle qu'elle soit, que ce soit le bois qui nous parle, que ce soit tous ces objets, que ce soit cette entreprise, que ce soit même ceux qui l'ont habité ou qui l'ont vécu, cette grange qui a 80 ans ou quelques, il y a une âme, c'est particulier. Ouais. Oui, on veut la garder, cette âme-là. L'ancien propriétaire était, comme on disait tantôt, il était un potier, il avait découvert une passion. Enfin, quand il est revenu sur place, dans sa grange, il y a eu une boutique, il y a eu des ateliers. J'ai même, moi, fait de la poterie avec lui. Oui. Puis on a ici à la boutique hommage à cette personne-là, avec quelques de ses œuvres, de la terre qu'il ramassait sur les plages ici, puis qui faisait des bols avec ça. Donc, on continue à faire hommage à cette personne. C'est ça. On peut... vous êtes artiste, on le sait. On va vous regarder un petit peu vos... Ben, je suis artiste. Quand on a acheté la grange, j'étais toute excitée parce que vous me voyais ici, puis d'avoir ma passion que je pouvais exposer. Donc, on a des bons produits alimentaires, mais aussi des œuvres d'art. Donc, je suis passionnée des algues. On sait qu'en Gaspésie, on a une richesse au niveau des algues, que ce soit alimentaire ou autre. On a des bons produits. Mais moi, j'ai ramassé et je fais des roses en algues. Puis j'ai commencé ça en 2021 en faisant ma sculpture ici, Alga. L'été, elle a même un poème que les gens peuvent lire. Donc, c'est tout fait avec des grandes laminaires. Donc, c'est mon côté artistique. Puis, on a aussi d'autres produits de notre fille aussi, qui est une artiste, Jade, qui fait des bijoux aussi avec des coquillages. Donc, c'est un peu ça. Donc, j'ai aussi peint sur quelques œuvres de l'ancien propriétaire qui était resté ici, qui n'était pas... on ne pouvait pas manger dedans. Donc, j'ai fait aussi des algues sur certaines pièces de poterie.
qui lui appartenait pour lui rendre hommage. Donc, on a fait comme une fusion entre deux artistes. Génial. Alors, puis on a aussi, pendant la saison, puis on essaie d'avoir, de varier les thématiques année après année. Il y a des artistes qui sont invités ici à exposer leurs œuvres. Par exemple, sur le mur qui est là, vous avez des œuvres, les petits miroirs en poisson et en étoile de mer de Marie-Josée Thomy. Mais il y en a d'autres et ça change. On essaie d'avoir une diversité, puis il y a tout le temps des choses qui viennent nous chercher à nous aussi. Ben, merci beaucoup pour cette aventure. Merci de partager ce milieu de vie qui est tellement riche. Au plaisir, Thierry. Merci. Je vous suis. Ici, c'est notre cuisine où l'été, on fait notre préparation pour les gens qui veulent avoir de prêt à manger, que ce soit des bagels, du tartare, de la mousse à Isabelle, un peu toutes ces pokéballs et tout. Alors, viens-t'en, Thierry, on va entrer dans la grande partie de cette grange-là, qui maintenant ne ressemble pas trop à une grange. On va aller directement à l'étage. Pour que les gens puissent avoir un coup d'œil sur l'histoire du patrimoine puis la beauté de cette structure-là. Cette pièce-ci n'est pas tout à fait complétée. Elle va être dédiée à la salle de pause des employés, ce qui est un prérequis pour la MAPAC. Puis c'est normal aussi d'avoir un endroit où on peut casser la croûte sur l'heure du midi. Viens-t'en. Fait que voilà l'étage supérieur de cette grange-là. Là où on marche présentement, on est au-dessus de la boutique où on était tantôt, où tu nous filmais. Ce qu'on dit de type anglaise, la famille en question était la famille Cahill, était d'origine irlandaise. Donc, comme je disais tantôt, elle était construite à la fin des années 30 pour justement pallier aux besoins d'une famille nombreuse. Il y avait 6 enfants. Et puis, là, présentement, moi, je me tiens sur le dessus de ce qui était aménagé dans cette partie-là, c'est-à-dire l'usine de transformation alimentaire. Toutes ces trompes-là apportent de l'air frais aux différentes pièces qui sont nécessaires pour faire la transformation. C'est un échangeur d'air. En tout, au rez-de-chaussée, on va y aller tantôt, là, il y a 14 pièces différentes. Là, on s'en va où? OK, là, on tourne au rez-de-chaussée, puis on va visiter l'usine. Ici, c'est notre storage room. Là, présentement, c'est un petit peu débarras parce qu'on n'est pas en production. La production va débuter dans 2 semaines pour les prochains 8 mois. Donc l'été, on stocke nos pots, on stocke les choses qu'on va vendre à la boutique. Comme une bonne toute usine, ben, on a besoin d'une salle de bain. Et ici, on entre dans l'endroit où les gens, les travailleurs, que ce soit moi ou Isabelle, peu importe, des fois c'est des touristes qui viennent, c'est ici qu'on change, qu'on s'habille, on se lave les mains, on met le sarrau, filet sur la tête, des bottes, et puis après ça, ben, on est prêt à entrer dans l'usine de transformation. Et ici, on est un peu, là je fais le tour à l'envers, quand le poisson, cette pièce-ci est dédiée à l'emballage. Donc, il y a un surgélateur là, des machines sous vide. On a une fenêtre que les gens peuvent nous voir quand ils sont dans la boutique, de voir qu'il y a de l'activité. Mais en même temps, pourquoi la salle d'emballage? Ben, à ce moment-là, on ne dévoile pas des secrets professionnels qui se font l'autre bord de ce mur-là. Fait que je t'invite à me suivre, Thierry. On parlait de surgélateur tantôt. Ici, il y a une chambre congelée. Donc, une fois le produit surgelé, il est entreposé là le temps de soit s'en aller dans un restaurant, s'en aller dans une vente aux clients, faire du shipping. Ça, c'est un frigidaire pour les produits qui sont frais, donc qui ont été fumés, mais qui n'ont pas été surgelés. Donc, on peut stocker. Ici, on s'en vient vers la chambre de réception expédition. Je vais allumer la lumière. Tu peux me suivre? Tu peux me suivre?
Fait que là, on est à l'extrémité complète de la grange. J'ouvre cette portie, c'est percé qu'on voit. Donc, quand je reçois mon poisson, il est acheminé, on ouvre la porte, on a un chariot, on met ça là-dessus. C'est ce qu'on appelle le shipping room ou la salle de réception expédition. Avec une salle des machines où tous les systèmes de nettoyage pour toute l'hygiène traditionnelle à l'année. Il y a un stockroom là pour mettre nos produits de sacs, d'emballage, les différentes matières sèches ici. Chaque pièce a son utilité et puis sa fonction par la réglementation de la MAPAC. Ça fait que quand on a notre chariot, on a notre poisson, on va faire dormir le poisson, ou s'il a besoin de dormir, on va le mettre dans une chambre froide, qui est la première chambre froide juste ici. Donc, c'est tout le temps une rotation, une formule circulaire. Les choses, c'est la marche par en avant, ils appellent. Donc, le poisson, il est parti d'ici. Quand il va revenir ici, il va falloir qu'il soit transformé, fumé, emballé sous vide. Donc, ça, c'est la chambre froide temporaire qui permet pour moi de stocker, que ce soit du filetant que je vais chercher à l'usine de transformation, que j'arrive et je stocke ici pendant la nuit, puis qui va être transformé uniquement le lendemain matin. Donc, c'est la chambre froide pendant pour accueillir le poisson. Oups! Il y a beaucoup de lumière. Tant je vais trouver une autre lumière ici. Éteindre. Donc, cette porte-là, elle donne sur cette pièce-ci qui est réellement l'endroit où on va travailler le poisson cru. Comme le flétan, on va le fileter là, le poisson, on va le découper, on va le trimer. C'est ici qu'on va faire les saumures, qu'on va utiliser les différents mélanges d'épices qu'on fait, qu'on utilise pour macérer le poisson pendant des laps de temps. Puis pendant que le poisson va être en macération, en saumurage, ou va être stocké dans cette deuxième chambre froide-là. Il faut comprendre qu'on voit ici, c'est un peu, c'est pas en fonction, c'est parce que ça fait quand même quelques mois qu'il n'y a pas eu de production. Dans 2 semaines, on débute. Tout est propre, lavé, il s'agit de mettre en place, mais c'est la chambre froide pendant la transformation. Donc, mes techniques de fumage sont très diversifiées dépendamment des espèces, puis dans les espèces, dépendamment des produits. Donc, il va y avoir beaucoup de variations sur les étapes de production. Et puis, on va vers la fin. Une fois qu'on est prêt, que le poisson est prêt à s'en aller au fumoir, oui, allons-y. Là, on va traverser cette porte-ci et on va aller dans la pièce où est le fumoir. Tu peux me suivre? Ça, c'est un fumoir, on dit, on est une entreprise artisanale parce que les personnes qui travaillent ici, c'est des artisans. Le procédé, c'est un procédé artisanal, tout est fait à la main, du trimage au tranchage, au flattage, à l'affinage, tout est... alors, de là, le mot artisanal sur l'extérieur de ma bâtisse. Par contre, pour avoir des permis de vente réglementaires avec le MAPAC, il faut avoir des équipements qui sont à la fine pointe. Voici le fumoir. Donc c'est là qu'on va avoir les bonnes senteurs et le petit générateur de fumée. C'est lui qui s'occupe de faire la fumée nécessaire à aller avec le brin d'érable. Et quand c'est prêt, quand c'est terminé, on sort tout ça et on s'en va vers notre pièce d'emballage, qui est de ce côté-ci. Donc là, on était initialement dans notre enquête. Au départ, Au départ. Merci beaucoup. Plaisir. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Le restaurant Côte d'Or de Grande-Rivière, là où le plaisir de bien manger rencontre la qualité d'un service courtois.
Le restaurant Coq d'Or de Grande-Rivière vous propose ses classiques qui ont su faire sa réputation au fil des ans. De son fameux poulet en passant par sa poutine légendaire et sa pizza gourmande, font du restaurant Le Coq d'Or un incontournable en Gaspésie. Nous offrons la livraison sur tout le territoire. Consultez notre page Facebook pour les heures d'ouverture. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Thierry. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. 4 sujets nous intéressent. Oui. On va commencer par, vous voulez revenir sur l'intervention du service incendie à Saint-Gabriel, chemin Saint-Gabriel, on vous écoute. Bien, écoutez, comme vous le savez, là, pas la dernière séance. La dernière séance, j'ai été en mesure de donner un peu d'informations sur l'intervention. C'est juste que la séance, là, juste là, du mois de mars, que j'étais pas présent, malheureusement, il est arrivé un feu, là, un chalet là-bas, puis il y avait eu une intervention. Mais moi, je considère que c'était un peu la désinformation parce qu'on parlait qu'il y avait uniquement 2 pompiers. Mais en réalité, le rapport démontre qu'il y a eu une intervention de 12 pompiers sur place. C'est sûr, certain que, je veux juste rassurer les gens, parce que moi, personnellement, la caserne qu'on a, incendie qu'on a à Grande-Rivière présentement, la nouvelle caserne, là, je pense que c'est une des plus belles casernes de l'Est du Québec. Puis j'espère que les gens ont un sentiment de sécurité. Parce que nous, en tant que municipalité, on doit respecter le schéma de couverture des risques de la MRC. Puis nous, à l'intérieur de ça, on doit assurer un service aux maisons principales qui ont un permis avec la municipalité, qui ont un frontage sur une rue municipalisée publique. Puis présentement, Saint-Gabriel, c'est pas nécessairement le cas. C'est pas le cas. Il y a un chemin public, oui, là-bas, mais les gens, ils ont des permis de villégiature, tu sais. Donc, ils font en sorte que nous, quand il y a eu le feu, étant donné que l'excès, le chemin, tu sais, il n'est pas déblayé, parce que le chemin, 25% appartient à la ville de Grande-Rivière, puis 75% à Sainte-Thérèse. Puis, à un moment donné, il y a un autre chemin qui appartient aussi aux Trois-Couronnes. Il avait été mentionné, pourquoi pas que tout le monde travaille ensemble, tu sais. Ça paraît simple, mais c'est pas si simple que ça. En 2018, là, on avait fait un effort, moi puis le directeur général, puis avec le maire de la municipalité de Sainte-Thérèse, de réunir tous ces gens-là pour essayer d'en arriver à une entente, mais il y avait des conditions qu'on n'ait pas été en mesure. Mais il reste qu'effectivement, on veut travailler, tu sais, peut-être, là, éventuellement, peut-être, là, pour faire en sorte que ça sera déplayé. Mais il reste qu'il y a des conditions dans lesquelles il y a d'autres intervenants qui ont fait partie. Puis moi, c'est pas la municipalité de Grande-Rivière qui est au haut et qui est au-dessus de ça. Donc, il y a eu des discussions. On parle beaucoup de l'assurance responsabilité, s'assurer que c'est déneigé là, aux normes, mettons, municipales. Donc, nous, c'est sûr, certain qu'avec les stationnements, présentement, il n'y a pas beaucoup de stationnements. Puis, si éventuellement on décide de faire certaines actions-là, mais il va y avoir des dépenses reliées à ça. Donc, il va y avoir un calcul qui doit être fait. Éventuellement, peut-être qu'il va y avoir une taxe de secteur. Mais on n'est pas rendu là. Mais c'est des choses qui ont été discutées à la dernière rencontre. Mais il faut que les gens comprennent que, oui, il y a 45 résidents. Mais moi, ce que j'ai comme information, c'est pas nécessairement tous les résidents qui vont avoir le maximum de services. Là. Il y en a qui veulent que ça demeure présentement comme des accès villégiature par des motoneiges ou soit par 4 roues. C'est sûr que l'été, là, s'il y avait eu un feu, ça serait plus accessible, donc les pompiers auraient fait une intervention. La seule chose que j'ai trouvé dommage, c'est qu'on mentionnait qu'il y avait juste 2 pompiers. Mais quand on regarde ça de façon générale, moi, je pense que les pompiers ont fait un excellent travail dans les circonstances. Bien, le message est passé. Je fais une parenthèse. On a déjà fait un reportage, vous et moi, à cette caserne qui est franchement magnifique. On a eu l'occasion de faire le tour. Je pense qu'il y aura porte ouverte éventuellement, j'ai cru comprendre, dans quelque part au printemps. Oui, c'est ça. Voilà. Monsieur le maire, parlons logement. Oui. Vous avez des projets, je crois, sur la table. On vous écoute. Bien, écoutez, au niveau du logement, comme vous le savez, c'est une préoccupation pour toutes les municipalités. On a toutes, là, présentement, là, des besoins d'offrir des unités de logement.
Présentement, à Grande-Vierre, juste pour sécuriser les gens, nous on avait entamé là, certains processus. Oui. Entre autres, j'avais déjà parlé du développement de GAF Gagnon. Oui. Vous retrouvez même là, un peu là, le visuel là, sur le site de la ville. Donc, à côté de la caserne là, incendie, en réalité, nous, ce qu'on veut, c'est notre désir, c'est de mettre en place 50 nouvelles unités de logement locatifs. Entre autres, là, des 3,5, des 4,5. Le projet est en cours. Les gens qui vont répondre aux appels de projet ont possibilité d'aller jusqu'à 15 000 $ par unité de logement. D'accord. Donc, une contribution qui peut aller jusqu'à 90 000. Puis là, on sait, là, il y a des nouvelles sources de financement qui viennent aussi être complémentaires à cette aide-là. Au niveau de la MRC, il y a possibilité d'aller chercher jusqu'à un montant de 100 000 $ par projet. Puis au niveau du regroupement des MRC, il y a possibilité d'aller chercher un autre 200 000 $. Donc, c'est toutes des belles conditions pour aider un peu le développement du logement locatif. On a même mis en place là, des incitatifs au niveau là, des crédits là, de taxes là, qui est dégressif. On a même là, pour l'école des pêches, sachant pour les étudiants qui sont à recherche de logement, donc la municipalité, on a mis en place une nouvelle mesure, c'est que quelqu'un qui est propriétaire d'une maison, qui voudrait aménager son sous-sol en appartement, qui comprend des chambres, qui comprend là, une cuisine, salon, salle de bain, possibilité d'acheter un montant de 5 000 $ à la municipalité. Puis, on a passé là, cette semaine à la MRC une contribution qui peut aller aussi de 10 000. Donc, ça fait 15 000 $ qui peut être disponible à 50 % des coûts là, pour pouvoir aménager. Puis, l'objectif de ça, c'est tout en mesure d'offrir des unités. Puis, qu'est-ce qui vient un peu là aussi, là, nous, ce qui est important, parce que beaucoup de promoteurs, étant donné que c'est un besoin particulier de partout, en relation avec l'avenue éventuellement de la zone de l'économie bleue, on a fait faire une étude par Raymond Shepard-Gwynn Thornton qui démontre que d'ici 2026, on a besoin de 492 nouvelles unités, dont 232 pour la municipalité, la ville de Grande-Rivière. Quand même. Résidence aussi étudiante, je pense qu'il y a... Oui, bien effectivement, si vous regardez un peu l'actualité, présentement, là, il y a un projet de résidence à Carleton qui va être mis en place. On parle d'agrandissement d'unités aussi à Gaspé, mais il y a un projet de résidence qui est en cours présentement, là, avec le cégep qu'on travaille là-dessus. Mais en attendant que la résidence vienne se réaliser, parce que nous... On à l'école des pêches, je pense. Proche de l'école des pêches, sur un terrain de la municipalité, c'est un 24 unités, mais en attendant... il faut être proactif, il faut être en mesure d'offrir aussi des alternatives. Donc, le 5 000, le 10 000, puis je vous dirais même, là, le cégep est même prêt à garantir là, certains paiements de loyer. Donc, je pense que c'est tous des nouveaux éléments qui peuvent encourager là, des propriétaires à aménager leur résidence principale là, pour offrir des unités, entre autres, là, aux étudiants. Bon, c'est clair que les municipalités se sont mis en mode logement, les MRC se sont mis en mode logement. C'est clair dans le cas de Grande-Rivière. Bien, écoutez, moi, je peux vous dire que la municipalité de Grande-Rivière s'est mise en mode logement. Ça fait partie de nos priorités. En rafale, 2 sujets, si vous me permettez. Régie intermunicipale, vous voulez glisser un mot? Bien, écoutez, moi, la seule chose que je veux dire, là, je sais que présentement, il y a beaucoup de défis là, au régime intermunicipal, puis des retards de collecte, etc. Mais je veux juste mentionner que nous, en réalité, effectivement, le compte de taxes, c'est nous qui percevons les taxes à partir des comptes de taxes. Oui. Mais la gestion de la régie intermunicipale, ça comprend, entre autres, là, les 3 écocentres de Gascon, de Grande-Rivière, Percé. Ça comprend le centre de tri à Grande-Rivière. Ça comprend aussi le centre de compostage. Ça comprend le LET à Gaspé. Ça comprend tout le système au niveau de transport. Quand il y a des bris, il y a des changements de contracteurs, de sous-contractants. Écoutez, puis ça amène certaines problématiques. Quand il y a des tempêtes, je vous dirais qu'au niveau des communications, des fois, il y a un retard. Bien, le retard occasionne de repousser certaines autres actions. Mais je veux juste rassurer les gens, c'est que oui, effectivement, tu sais, que des fois c'est frustrant, il y a une tempête, ça passe pas, puis nous, on reçoit beaucoup d'appels à la municipalité, mais comme je l'ai dit, les gens,
Nous, la consigne qu'on donne, c'est communiquer avec le 418-385-4200. 418-385-4200. Ça peut arriver des fois que dans une rue, on oublie. Donc, vous pouvez appeler pour vous renseigner. Eux autres sont en mesure de voir si la collecte n'a pas été faite. Là, normalement, ils vont envoyer un truck là, pour être en mesure de récupérer maintenant les poubelles. Mais tout ce service-là, c'est un montant là, de 315 $. Donc, ça représente à peu près 6,67 par semaine, qui comprend l'ensemble de tout ce que je viens de vous nommer. Donc, tout ça pour dire que comment vous appellerez à la ville si vous voulez vraiment avoir des réponses à vos questionnements. Moi, je vous invite à communiquer. Le mot d'ordre, c'est communiquer directement avec la régie, qui, eux, ont un département pour gérer là, toutes ces situations-là. Donc, c'est eux qui ont la gestion de ça. Voilà, le mot est passé. Puis, il y a un autre organisme dont on a souvent parlé ici, et avec raison, parce qu'ils sont un service essentiel, OAA Espoir Câlin, ici à Grande-Rivière. Oui, mais au Espoir Câlin, moi, le seul message que je veux passer à la population, c'est que c'est un service qui est en place, c'est un organisme qui gère ça, c'est des bénévoles qui sont très dévoués. Ils font beaucoup d'activités de financement, donc on les voit un petit peu partout. Donc, je demande à la population de les soutenir, de les encourager. Puis, nous, les municipalités, on a une obligation face au gouvernement, c'est la gestion de tout ce qui concerne au niveau des chiens. Donc, nous, on a une obligation face aux chiens, mais pour les chats, on n'a pas d'obligation. Il y a une réglementation pour les chiens dans laquelle que les municipalités, on est responsables. Oui, nous, on a sous-contracté cette partie-là à Espoir Câlin. Donc, ça leur permet d'avoir une source de financement. Tout ça pour dire que si vous regardez la réglementation, bien, normalement, quand on est propriétaire d'un chien, le chien doit posséder une médaille. Oui. Donc, puis la médaille, bien, s'il y a un coût de minimum de 15 $ par unité, c'est sûr, certain que c'est une obligation d'avoir ça. Puis en même temps, bien, si maintenant vous venez à perdre votre chien, bien, il y a possibilité de le relocaliser là, avec la médaille. Donc, je pense qu'à la Ville de Grande-Rivière, les gens collaborent bien à ce niveau-là. Donc, moi, j'encourage les gens d'utiliser l'ensemble des plateformes, les outils qui sont offerts par Espoir Câlin pour s'assurer que nos animaux, qu'on a les médailles. C'est une source de financement, puis cette aide-là, ça permet aussi à l'organisme de pouvoir maintenir les services. On a un service présentement, puis je regarde dans l'ensemble des autres MRC de la Gaspésie. C'est le seul service? Oui, c'est le seul service. Il y en a eu un à la baie des Chaleurs qui n'est plus en service. Il y en avait un en Haute-Gaspésie. C'était une problématique régionale. Présentement, on est chanceux dans la MRC Rocher-Percé d'avoir ce service-là. Oui. Donc, je demande juste aux gens de collaborer puis de s'assurer qu'on est en nombre, qu'on est réglementaire. Parce que si on est des animaux, ben on a une obligation en tant que citoyen de s'assurer de faire respecter la réglementation. C'est la même réglementation dans toutes les municipalités. Donc, vous devez, vos chiens doivent avoir une médaille. Faites vos devoirs. C'est ça. Parfait. Monsieur le maire, merci pour cet entretien. Hey, ça me fait plaisir. Je te souhaite une bonne fin de semaine. Merci. Salut. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Dans la MRC du Rocher-Percé, confiez la livraison de vos médicaments à vos pharmacies Uniprix. La pharmacie Uniprix, située à la place du Havre de Chandler, et la pharmacie Uniprix de Percé, située sous le CLSC, 2 succursales pour mieux vous servir. Notre équipe de professionnels vous offre des services personnalisés, sera attentive à vos besoins et toujours soucieuse de votre tranquillité d'esprit. Pour la livraison à domicile gratuite de vos médicaments en toute quiétude, faites confiance à vos pharmaciens des pharmacies Uniprix de Chandler et Percé. Important dans le processus de modernisation de la pêche en Gaspésie au 20e siècle. Afin de le faire revivre dans nos mémoires, Gaëtan Mire lui a consacré une biographie intitulée « Louis Bérubé, le renouveau de la pêche québécoise au 20e siècle ». J'ai eu l'occasion de le rencontrer lors du lancement de son livre, qui a eu lieu le 13 avril dernier. Bonjour, Monsieur Mire. Avant de commencer, pouvez-vous me présenter globalement, parce que vous faites le lancement du livre Louis Bérubé, le renouveau de la pêche au 20e siècle. Qui est ce Louis Bérubé? Bon, Louis Bérubé, c'était à l'origine un agronome qui s'est spécialisé en pêche dans les années 20 et qui a travaillé à organiser les pêcheurs dans des coopératives.
D'abord dans les années 20, et bon, il y a eu un échec et ça a recommencé dans les années 30 à la Pocatière. Et ces syndicats coopératifs ont été fédérés, ont été regroupés dans une fédération qui s'appelait Pêcheurs unis du Québec, qui est devenue, dans les années 70 à 80, jusqu'en 84, le leader de l'industrie de la pêche au Québec. C'était joué un rôle important de représentation des pêcheurs, de production et de commercialisation du poisson. D'où vous est venu l'intérêt pour Louis Bérubé? Bon, disons que j'ai une formation en pêche. J'ai été formé à Grande-Rivière, puis j'ai été formé aussi en France, aussi dans un institut spécialisé. Et je connaissais l'existence de Louis Bérubé parce que c'est le fondateur de l'école des pêches de Grande-Rivière. C'était le premier directeur. Il était directeur pendant 10 ans. Et moi, je me suis toujours intéressé au développement de la formation ici au Québec, mais aussi en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest. Et je cherchais toujours à la recherche de modèles de formation, comment on organise des formations. Et disons que le modèle de l'école des pêches de Grande-Rivière et le modèle de la Pocatière, c'est des modèles très intéressants qu'on peut utiliser ailleurs à l'étranger. On peut voir, parce que, vos recherches ont commencé, comme vous l'avez dit pendant votre présentation, en 2014. Ça a été une très grosse recherche, beaucoup d'archives que vous avez regardées. Oui, effectivement, mais il faut voir qu'au départ, j'avais une grande ambition, c'était de faire 3 livres. Et ça, c'est le premier. Ce qui est très important, c'est que les archives de Louis Bérubé, c'est quand même 16 mètres linéaires, c'est-à-dire 42 pieds. Je parle des documents imprimés. C'est assez important. Et c'est pour ça que ça a pris du temps. En plus, il a laissé 5000 photos, dont des photos très, très anciennes, très rares de la Gaspésie. On en retrouve beaucoup dans le livre. Et en plus de ça, il a été journaliste, il a été vulgarisateur. Il a publié à peu près 200 articles et ouvrages. Donc, ça faisait une masse d'informations très importante. Mais Louis Bérubé, son intérêt, c'est qu'il a travaillé pendant 60 ans. Et il était un protagoniste on peut dire, de toutes les périodes où il y a eu du changement au 20e siècle dans la pêche. C'était une époque où la pêche s'est transformée. Hein? On est passé d'une pêche traditionnelle à une pêche scientifique. Et ces archives représentent tout ça, quoi. Donc, c'est un intérêt très, très grand, quoi. Parmi les choses que vous avez présentées lors de votre présentation, c'est entre autres le mouvement de Sainte-Anne qui semble avoir pris beaucoup de place dans la vie de Louis Bérubé et qui a changé l'histoire de la pêche ici. Disons que Louis Bérubé, c'est un des principaux protagonistes ce qu'on appelle aujourd'hui le mouvement de Sainte-Anne. C'est-à-dire, le mouvement de Sainte-Anne, c'est d'abord la création d'une école pour former, d'une faculté, hein, c'est une faculté de pêche qui était rattachée à l'Université Laval pour former du personnel cadre pour gérer l'industrie, hein, autant dans les entreprises privées, les coopératives qu'au gouvernement. Mais c'était aussi il y avait un département qui s'appelait le service social économique et qui devait former des jeunes pêcheurs qui, après leur formation, ont commencé à créer des coopératives. Et ces coopératives-là, une fois qu'il y en a eu un certain nombre, on les regroupait dans une fédération qui était très connue à l'époque, qui s'appelait Pêcheurs unis du Québec. Et c'est ça qu'on appelle le mouvement de Sainte-Anne. Et ça, c'est considéré par beaucoup de chercheurs aujourd'hui en histoire qui s'intéressent à la pêche comme un modèle qui peut être transposé même aujourd'hui. Ça peut inspirer même du développement qui se ferait aujourd'hui. Il y a des groupes actuellement, il y a un groupe en particulier qui pense à relancer des coopératives en Gaspésie. OK? Il y en a une qui a été créée l'an passé, il y en a une autre qui a été créée il y a 2-3 ans aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, vous savez, c'est un terreau fertile, le Québec, pour les coopératives. Ça pourrait revenir. Moi, je ne me prononce pas nécessairement là-dessus, mais c'est pour dire que mon livre, ça a allumé un certain nombre de personnes qui y pensaient déjà. Ça les a justifiés. Ils ont organisé même un colloque à Rimouski auquel j'ai participé. Et c'est des choses qui se discutent. Donc, c'est comme si l'histoire revenait, quoi. Si on essayait de se servir du passé pour essayer de voir s'il n'y a pas moyen de trouver des solutions aux problèmes qu'on connaît actuellement dans la pêche. Bon, on verra. Un autre élément aussi qu'on retrouve dans le livre, qui est important aussi, quoique tout est important, là, mais ce qui m'a fait ressortir ça, en fond, c'est que c'est lui le concepteur, puis vous l'avez dit tout à l'heure aussi, directeur de l'école des pêches. Oui, c'est-à-dire que lui, il a
il a trouvé, vers 1945-46, je dirais, il a trouvé du financement pour créer une école de métiers. Il appelait ça les métiers de la pêche. Donc, c'est-à-dire les pêcheurs, les transformateurs, il y avait à l'époque les charpentiers de barges qui construisaient les barges, les forgerons, tout ça, des métiers qui existaient à l'époque dans la pêche. Et il a trouvé ce financement-là. Puis, il y a une loi qui a été passée sous le régime libéral. Donc, la loi a autorisé la création de cette école-là. Lui, il voulait affilier cette école-là à l'école de la Pocatière. Mais le gouvernement a changé et les choses ont changé. Et le nouveau gouvernement, c'était l'Union nationale. Ils ont décidé de mettre l'école ici à Grande-Rivière. Puis ils ont recouru à ces services pour concevoir le fonctionnement de l'école, les programmes, la durée toute la pédagogie, tous les aspects pédagogiques, tous les aspects techniques aussi, tout ça, quoi. Donc, ça a été son rôle. Et puis, quand ça a été créé, il ne trouvait personne. Alors, ils ont demandé de devenir le directeur. Il a été directeur pendant 10 ans, de 1948. L'école a ouvert officiellement au printemps de 1948. Il était là jusqu'en 1958. Donc, c'est une contribution très, très importante. Hein. Donc, dans votre livre, on a ces deux événements-là que vous parlez. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce livre? Bon, disons que Louis Bérubé, c'est une espèce de touche-à-tout. Il y a une constante. C'est-à-dire, il travaille toujours dans la pêche. Hein? Il travaille toujours en matière en développement. Il s'intéresse au développement des coopératives. Il s'intéresse au développement de la recherche scientifique. Lui, ce qu'il veut, c'est essayer de rattraper les autres provinces, puis les États américains et tout ça, de moderniser la pêche pour qu'on puisse concurrencer correctement les autres juridictions, les provinces qui sont... Parce qu'on avait un retard, on avait un retard technologique. Donc, c'était la recherche. Hein? La recherche, c'est ça qui alimente le développement. Et la formation, c'était très important. Et il y avait personne, donc ils ont formé d'abord à l'École supérieure des pêcheries un corps, ils appelaient ça des ingénieurs en pêcherie, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'était des gens qui avaient une formation universitaire de 4 ans et qui sont allés après travailler dans l'industrie, à gérer des entreprises, des coopératives chez Pêcheurs Unis. Il y a même qui ont parti des entreprises privées. Il y a eu des sous-ministres, il y a eu des chercheurs, il y a eu des professeurs d'université, il y a eu des techniciens, il y a eu des gens qui géraient les services de statistique. Vous savez, dans le développement, les statistiques, c'est fondamental, c'est très important. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, j'ai déjà pas mal déterminé quel impact avait eu l'école. Mon manuscrit est assez avancé. Mon but, c'était de savoir où sont allés ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait, pendant combien de temps, et quel impact ça a eu sur la modernisation de l'industrie. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est ça. Dans le fond, on vient retracer, vous avez parlé, c'est 60 ans de carrière dans ce domaine-là. On vient retracer, entre autres. Il faut dire qu'en 1962, à partir de 1956, 58, pardon, il va commencer à faire l'international aussi. Et quand il va prendre sa retraite de l'Université Laval, parce que lui, il était rattaché à l'Université Laval, en 1962, là, il va faire de la coopération internationale. Faire de la coopération internationale, ça veut dire aller aider des pays en développement, défavorisés, à structurer leurs organisations, leurs entreprises et tout ça. Ça veut dire investir dans des infrastructures, des ports, des bateaux, etc. Vous comprenez? Donc, il a fait ça, surtout en Asie du Sud-Est. Et après, il est rentré à l'Agence canadienne de développement international, qui était le ministère fédéral qui s'occupait de ces questions-là. Et là, il y a eu un rôle important parce qu'il a aidé le Canada à définir ses orientations stratégiques en matière de développement de la coopération internationale dans ces pays-là, dans les pays pauvres, défavorisés, disons. Et puis à la fin, il y a eu une période de bénévolat. Il a travaillé jusqu'à 82 ans où il aidait des organisations canadiennes qui venaient en aide directe à des populations défavorisées, au Costa Rica, dans certains pays comme ça. Bon, c'est sûr qu'il y avait, comme on dit en bon québécois, il avait slacké un peu, là, parce qu'il était quand même assez âgé, mais quand même, il était assez actif. Il jouait un rôle de mentor. Il faisait des missions sur le terrain. Il faisait des levées de fonds, des choses comme ça. Donc, c'est un peu ça, sa carrière. Hein. C'est une carrière assez riche quand même et longue. Hein?
Et ce document-là qui retrace sa carrière est aussi garni de plusieurs photos que vous avez présentées d'ailleurs. On en retrouve combien dans ce livre-là? Il y a 160 photos, 159, 160 photos, dont plusieurs proviennent de sa propre collection. Il a laissé 5000 photos, il a laissé 3500 photos en noir et blanc et 1500 diapos. Moi, j'en ai numérisé 1100. Et maintenant, le fonds a été déposé aux archives, dans un service d'archives. Et le livre contient beaucoup de photos très rares qui n'ont jamais été présentées dans aucun ouvrage parce que c'est un fonds privé. Jusqu'à très récemment, c'était le fonds privé, ça appartenait à ses descendants. Pendant votre présentation, vous avez mentionné, là, si je vous cite bien, rétablir la vérité à partir de faits. Est-ce que c'est parce que ce personnage est méconnu dans la région, malgré l'importance qu'il a? Bien sûr. Oui, c'est une histoire qui est méconnue, quoi. Ben, c'est sûr que les gens de la pêche qui ont eu des postes assez importants savent qui est Louis Bérubé. Mais il n'y a personne jusqu'à maintenant qui avait fait sa biographie. D'ailleurs, personne ne savait qu'il y avait un fonds aussi riche, aussi important qui était disponible. Et c'était un peu... moi, je vous dis, j'étais un peu comme un ours dans un champ de bleuets. Hein. J'arrivais là, ça n'avait jamais été traité. C'était quelque chose d'absolument formidable à étudier. C'était nouveau. Et puis moi, j'ai fait beaucoup de lancements, beaucoup de conférences depuis le mois de juin dernier parce que il faut absolument que je le fasse connaître. Donc, il faut que j'en parle au plus de gens possible. Il faut que je rencontre des médias comme vous. Donc, ça fait partie un peu... C'est pas comme un roman. Bon, on fait un roman, puis on le met en vente dans les librairies. Puis là, il faut vraiment... Il y a un travail de service après-vente, on peut dire, à faire, hein, quand même, c'est important. J'ai dit est-ce qu'il est méconnu, mais dans le fond, comme l'a dit quelqu'un dans l'assistance, il semble avoir été carrément oublié. Il faisait référence aux 50 ans puis aux 75 ans de 75 qui ont été fêtés l'an passé de l'École des pêches. Il n'a pas été mentionné, donc c'est pour ramener ça dans la mémoire. J'ai été associé 40 ans à l'École des pêches de Grande-Rivière. J'étais pas là non plus. C'est pour vous dire que la mémoire des gens est courte et puis que, bon, il y a aussi l'idée que on travaille quelque part longtemps. Des fois, on a fait notre marque et puis on quitte. Et puis, bon, il y a de nouvelles équipes. Moi, si j'allais à l'EPAC aujourd'hui, je ne connais plus personne. J'ai quitté en 2007. C'est comme ça. On oublie rapidement aujourd'hui parce que d'abord, il se passe beaucoup de choses. C'est comme ça. Moi, je trouve que c'est un peu normal. C'est un peu normal. C'est pas... On a fait une belle présentation du livre. C'est quoi vos projets futurs? OK. Comme je vous disais tantôt, il y avait 3 projets au départ. OK? Quand j'ai vu l'ampleur, j'ai vu 3 projets comme ça. Mais évidemment, en plus qu'on fouille, ça change les choses un peu, mais il reste que je suis resté assez fidèle à l'idée de faire maintenant, et d'ailleurs, j'ai commencé le manuscrit très avancé, c'est l'histoire de l'École supérieure des pêcheries, parce que je voulais savoir de façon précise quel impact ça avait eu sur le développement de la pêche. Dans cette période très riche, il y a eu beaucoup de changements. Et quel rôle a joué par rapport aux universités et d'autres facultés qui étaient tout ça. Et ça, cette partie-là est terminée. Et ce qui reste aussi à faire, c'est d'étudier plus à fond le rôle du service social économique sur le groupe, le département à l'intérieur de l'école qui s'occupait de convaincre les pêcheurs de se regrouper en coopérative. Ça reste à faire. Ça aussi, ça suscite beaucoup d'intérêt sur la côte parce que là où il y avait des coopératives, il y a encore des souvenirs chez des gens de nos générations, de leurs pères qui sont allés à l'école dans ce cadre-là, à la Pocatière, qui ont suivi des cours et tout ça. Des fois, il y a des gens qui m'appellent, qui me demandent « As-tu des photos de mon père? As-tu des fois, j'en trouve. Parce qu'il y avait des journaux, il y avait des archives là-dessus. C'est ça. C'est l'histoire qui se fait. Hein, je crois que les gens sont très attachés à ces souvenirs-là. Hein. Ça dépend des gens. Chacun ses goûts, mais il y a beaucoup de gens qui s'intéressent. Eh bien, Gaëtan Mire, bonne chance pour la suite des choses et merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie vraiment. Vous êtes très gentil. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La boutique cadeau céramique de choix.
Rose Belaïde de Chandler est prête à vous recevoir pour toutes les occasions. Venez découvrir nos livres, nos jouets, jeux de société éducatifs pour enfants de tout âge et jeux pour adultes pour des soirées inoubliables en famille. Visitez notre boutique cadeau en ligne rosebelaïde.com et magasinez dans le confort de votre foyer. Suivez-nous sur notre page Facebook et Instagram pour découvrir nos nouveautés. Nous avons un magasin des bijoux qui sortent de l'ordinaire, des accessoires pour la cuisine Ricardo et naturellement l'ensemble des éléments nécessaires à vos projets de toutes sortes. Venez nous rencontrer au 46 boulevard Pabot. Situé dans les anciens locaux du Dragueur, le nouveau pub Pit Caribou présentera plus d'une soixantaine d'événements en tout genre et pour tous les goûts, et ce jusqu'au mois de novembre. J'ai assisté au lancement de la programmation et j'ai rencontré Cédric Franqueur, responsable de la programmation et gérant du pub Pit Caribou. Vous venez de faire le lancement de votre programmation. On peut constater que vous en avez vraiment pour tous les goûts. Absolument. On se fait vraiment un point d'honneur d'avoir le plus de diversité possible, autant que ça soit dans les genres de musique, de laisser aussi la place pour les musiciennes, autant que pour les musiciens, en fait. Puis, vous faites une place aussi aux musiciens locaux. On peut le voir, il y en a plusieurs. Et ça va même jusqu'en Acadie, puis il y en a vraiment partout. Oui, vraiment. L'idée, c'est vraiment pas d'amener tous les groupes de Montréal ici. C'est vraiment de faire une bonne place aux musiciens locaux et interprovinciaux. On en a du Mexique, on en a de la Suisse, autant qu'on en a de l'Acadie, du Nouveau-Brunswick, du Québec, de l'Ontario. Et on n'oublie jamais les musiciens locaux parce que sans eux, il n'y a pas de vie culturelle. Puis on peut voir que oui, il y a de la musique, mais il n'y a pas juste ça. Il y a aussi des shows d'humour. Puis vous avez un vernissage aussi qui s'en vient. Oui, en fait, c'est ça. On veut vraiment maximiser les activités. On a de l'humour, on a des expositions, des vernissages. Ça n'a pas été annoncé aussi, je vous le dis en primeur, mais il va y avoir des événements avec la Ligue d'improvisation de Gaspé. Fait que vous avez la primeur. Bon, de la musique, on en a pour tous les goûts, mais vous allez faire aussi cet été votre premier Metal Fest. Ça va décoiffer à Percé. Absolument, ça va brasser pas mal plus que les vagues ou autant, disons. Ça va être une tornade musicale. On a un Metal Fest, le premier en son genre, dans le coin avec 5 groupes, dont un groupe du Mexique, 2 groupes de Montréal, puis aussi des groupes locaux. Et ces spectacles-là, essentiellement, ils vont se faire ici au pub, mais il y en a aussi à la terrasse à l'Anse-à-Beaufils. Oui, exactement. On parle d'une 50aine de spectacles ici au pub Pit Caribou, étant donné que, bon, c'est plus adapté. Aussi, il y a les intempéries qu'on doit tenir en compte. On est quand même en Gaspésie. Mais il y a aussi une 20aine, c'est ça, de spectacles qui sont tous gratuits, il faut le mentionner, à la terrasse Pit Caribou. Donc, au total, on parle d'une programmation de combien d'événements? On a 60 événements environ pour un total de 73 groupes de musique. On a 8 humoristes, puis on a une dizaine d'événements variés, impro, vernissage, tout ça. Et une chose qui est intéressante aussi, c'est vous ne vous limitez pas à l'été. Absolument. En fait, étant moi-même un nouvel arrivant depuis 2 ans, on se rend compte que souvent, toutes les activités vont être un petit peu plus dirigées vers la saison touristique. Mais en vrai, ça prend une vie culturelle à l'année. Puis que ce soit pour les locaux ou les gens de l'extérieur qui viennent hors saison, on veut qu'il y ait une offre culturelle qui soit présente à l'année longue. On parle dans la MRC de vouloir avoir des activités aussi hivernales. Est-ce que le pub Pit Caribou va embarquer là-dedans? Oui, en fait, on va être ouvert à l'année. Ça, c'est garanti. On ne change pas la formule gagnante des années précédentes comme on faisait depuis 10 ans. Il va y avoir des shows à l'année, des activités à l'année, hiver, automne, printemps. Il y en a pour tous en toute saison. Donc, dans le fond, celui-ci vient remplacer celui qui était en face de la coop. Exactement. C'est ça. On est déménagé fin mars. C'est vraiment le nouvel emplacement et le seul emplacement à Percé pour Pit Caribou. Il y a aussi la terrasse qui se trouve à l'Anse-à-Beaufils, qui est notre salon de dégustation à l'arrière de l'usine. Quand on parle de ce cas-là, il va y avoir des spectacles seulement l'été à cause des intempéries, quoi. Des remerciements que vous aimeriez faire?
J'aimerais ça remercier toute mon équipe qui était là tout le long pour moi. Merci à David Baudin, qui est mon directeur technique, Jasmin Lambert, qui est aux réseaux sociaux, à mon équipe de bord, Mathieu, Caro, mes patrons qui m'ont fait confiance, qui m'ont donné carte blanche, Vincent Codard, Jean-François Nélis, toute l'équipe de la shop qui m'ont aidé à maintes et maintes reprises en montage, démontage, tous les commanditaires, Camion Gaspésie Gourmande, Fumoir Le Paternel, Hélico, Passeport Hélico, et il y en a une ribambelle d'autres que vous allez voir avec le dévoilement de l'affiche. Merci beaucoup. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour elle et lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Crise du logement, le fédéral propose plusieurs mesures selon Radio Gaspésie. Le gouvernement fédéral dirigé par Justin Trudeau a dévoilé un plan pour adresser la crise du logement incluant des incitatifs fiscaux et des mesures pour stimuler la construction de logements. La ministre des Pêches et députée de la Gaspésie Diane Le Boutillier a souligné l'engagement du gouvernement à réduire les coûts de construction et à faciliter l'accès à la propriété. Notamment des prêts à faible taux d'intérêt allant jusqu'à 40 000 $ seront proposés pour aider les propriétaires à ajouter un logement secondaire à leur résidence. Travailleurs sylvicoles, la CSN demande une reconduction d'un projet pilote selon Ma Gaspésie. La CSN exhorte le gouvernement québécois à pérenniser un projet pilote améliorant les conditions de travail des ouvriers sylvicoles qui ont déjà bénéficié d'un salaire de base plus un complément selon la productivité. Ce projet, qui intégrait des avantages sociaux et couvrait les frais de déplacement et de réparation d'équipements, n'a pas été entendu malgré son succès initial. Le manque de communication gouvernementale quant à la poursuite de ce programme inquiète, notamment parce que les conditions actuelles basées uniquement sur la productivité ne favorise pas l'attraction de nouvelles générations de travailleurs. Cuivre à Murdochville, des taux de récupération à 92% selon Radio Gaspésie. Les premiers tests de forage de métaux au Cisco au Mont Cooper à Murdochville ont dépassé les attentes, avec un taux de récupération de cuivre de 92% et une concentration moyenne de 24%. Le président Robert Ware souligne que les technologies modernes permettent de surpasser les performances historiques de Noranda. Cisco a également extrait de l'argent des échantillons. Un investissement supplémentaire de 2,4 millions de $ est prévu pour de nouveaux forages cet été afin d'évaluer plus précisément le potentiel du site. Fin du créneau d'excellence en récréotouristique selon Ma Gaspésie. La Gaspésie a perdu son créneau d'excellence en récréotourisme après 20 ans, une décision qui a été difficile à accepter pour la directrice de Tourisme Gaspésie, Joëlle Ross. Le créneau, qui recevait 100 000 $ annuellement, facilitait des projets uniques non réalisables avec les fonds réguliers du ministère du Tourisme. Malgré la perte, l'année précédente, une restructuration avait anticipé un possible retrait en créant un département de développement pour mieux gérer les initiatives sans dépendre uniquement de cette subvention. Ce changement a permis de continuer le développement touristique et Tourisme Gaspésie peut encore soumettre des projets au ministère de l'Économie pour le soutien des entreprises locales. Les principales mesures sociales du budget Freeland selon Bleu FM. Dans son discours pour présenter le budget fédéral, la ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, a annoncé des objectifs fiscaux pour maintenir le déficit et réduire le ratio de la dette au PIB. Parmi les mesures sociales, elle a souligné le renforcement des soins de santé avec un investissement significatif, l'instauration d'un régime national d'assurance médicaments et de soins dentaires, ainsi que le lancement d'une prestation pour les personnes handicapées et un programme d'alimentation scolaire. Des initiatives pour les services de garde et l'éducation ont également été prévues pour soutenir les familles et étudiants canadiens.
Des travaux de 4,3 millions de dollars enfin lancés à l'hôtel de ville de Gaspé, selon Ma Gaspésie. Les rénovations de l'hôtel de ville de Gaspé au coût de 4,3 millions de dollars ont débuté avec un entrepreneur déjà sur place pour des travaux de 2,3 millions de dollars. Québec couvre 65% des frais, la majorité des employés municipaux sont relocalisés temporairement, certains pratiquant le télétravail. Le maire Daniel Côté estime que les travaux dureront 4 à 6 mois, mais le bail des bureaux temporaires court sur 7 mois. L'édifice ayant subi peu d'entretien depuis 50 ans, les surprises sont peu probables grâce aux analyses préalables. Les réunions du conseil municipal auront lieu au centre Elias Dufresne pendant la durée des travaux. Une révision de la carte des zones inondables qui inquiète, selon Radio Gaspésie. Le Parti libéral du Québec exprime son inquiétude quant aux conséquences de la révision de la carte des zones inondables par le ministère de l'Environnement, exigeant davantage de transparence dans le processus. La députée Virginie Dufour soulève des préoccupations quant à l'incorporation potentielle de propriétés dans des secteurs à risque, ainsi que sur la méthode de calcul envisagée. Elle met en garde contre les possibles répercussions financières pour les propriétaires concernés et demande la mise en place d'une commission parlementaire pour permettre une participation plus large dans le processus de zonage. En outre, elle plaide en faveur d'une approche plus axée sur la résilience face au changement climatique plutôt que sur un resserrement des règles dans les zones à risque d'inondation. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. À la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière, notre grande panoplie d'idées cadeaux pour toute la famille et notre vaste choix de bijoux pour elle et lui saura satisfaire à coup sûr l'être cher. Nous avons des produits de beauté, accessoires de décoration, montres solaires Seiko, les montres Bering au style moderne et au design innovateur, des perles et les diamants naturels de la collection Malo. Pour la qualité, les meilleures marques sur le marché, faites confiance à l'équipe de la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière.